Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement avec Bernard Crustin, conteur, comédien, improvisateur et guide touristique. Mais avant toute chose, j'aimerais seulement juste prendre quelques instants juste pour remercier tout le monde qui écoute le podcast, qui partage, qui clique like. C'est très important pour les créateurs de contenu sur YouTube, sur le web, d'avoir des likes et des partages. Donc, vous pouvez aller voir le Eric Zone Podcast sur Facebook. Eric Zone Podcast, vous allez trouver ça facilement, également sur YouTube. Merci aussi à Balado Québec, ça part par là pour se rendre sur iTunes. Merci beaucoup aux gens là-bas qui travaillent fort pour offrir ce contenu-là de podcast québécois. Alors, bienvenue Bernard. La dernière fois, on s'était dit, il nous manque... Il nous manque du temps. Il nous manque du temps, puis il faisait chaud, puis on voulait parler de certaines choses qu'on a été obligé de on n'a pas eu le temps de rentrer là-dedans. Là. Si je me souviens bien, c'était de parler d'immigration, je crois qu'on voulait discuter. Je sais pas, je me souviens pas exactement. Tu m'avais mentionné immigration, au pire, si jamais c'est pas de ça qu'on peut parler. Moi, je suis ouvert à toutes les suggestions. Là. Mais est-ce qu'il y avait une raison particulière pourquoi tu voulais parler d'immigration? Je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit. Plus, mais c'était comme, tu sais, par rapport à la dernière conversation, que j'aurais peut-être dû aller revoir pour se réaligner, ce que j'ai pas fait, je l'avoue. Je me souviens pas exactement, mais c'est sûr que il y a différentes sortes d'immigration. Il y a ce que j'appelle l'immigration visible et l'immigration invisible. Dans le sens que moi, je suis plus de l'immigration invisible. C'est-à-dire, la première fois qu'on me rencontre et tout ça, on peut pas savoir, par exemple, que je suis né en Afrique. Pour vrai? Ben oui, parce que mes parents sont d'origine belge. Et donc, c'était le Congo belge. Donc, moi, je suis né au Congo belge. Intéressant. Et donc, automatiquement, mais c'est parce que moi, je suis blanc, hétéro et tout ça, je sors pas de la masse du tout. Fait que je me fonds dans la masse, mais... tandis que quelqu'un qui est, par exemple, un réfugié, donc qui a une histoire beaucoup plus difficile que la mienne et qui, en plus, mettons, vient du Maghreb ou vient de l'Afrique et tout ça, lui, tu le spots tout de suite, comme on dit en bon québécois. Là. Mais si on regarde, il y a beaucoup plus de Belges qu'on pense au Canada. La dernière fois, tu m'avais parlé des conteurs béninois. Oui, exactement. Est-ce que, dans le fond, toi, tu as vraiment une connaissance de l'Afrique? Est-ce que tu as gardé... Non, j'ai pas de connaissance de l'Afrique du tout parce que j'étais beaucoup trop jeune pour m'en souvenir. J'ai aucun souvenir. En fait, mes souvenirs, c'est les films que mon grand-père a pris, c'est ce que mes parents m'ont raconté, tout ça. Fait que moi, j'ai pas d'histoire comme telle avec l'Afrique. C'est juste que je suis né là. Ah, OK. Puis, parce que quel âge quand tu es venu ici? Moi, j'avais 6 ans quand je suis venu ici, mais entre les deux, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme je suis né en 60, je suis né l'année de l'indépendance. Et les troubles ont commencé tranquillement pas vite après ça. Fait que c'est devenu dangereux de rester dans le pays. Ce qui veut dire que mes parents, par mesure de précaution, m'ont envoyé chez mes grands-parents maternels. Et après, eux, ils sont restés une autre année. Puis ensuite, ils sont revenus en Belgique parce que c'était vraiment beaucoup trop dangereux pour les Européens. Tellement que quand j'ai revu ma mère, j'ai refusé de la reconnaître. C'était pas ma mère, c'était ma grand-mère qui était ma mère. Ah ouais. Et je sais que ça, c'est une coche dure dans la vie de ma propre mère, là. Rassurez-vous, maintenant, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Mais je veux dire, c'est que, tu sais, c'est pour ça que ma grand-mère maternelle a eu beaucoup de... Tu sais, jusqu'à sa mort, j'ai eu énormément d'affection pour elle parce qu'il y avait un lien où... pendant un moment, j'étais pas juste son petit-fils, j'étais comme son fils en même temps. Là, fait que ça crée des liens aussi. Puis c'était une personne aussi qui aimait bien, qui était très ludique, qui embarquait dans mes niaiseries d'enfants, etc. Donc, tu sais, dans ce temps-là... fait que je pense que ça, je l'ai conservé aussi. Là. Si mes filles pouvaient témoigner des niaiseries que je suis capable de faire quand je joue avec des enfants. Là. Avec ton inspiration théâtrale ou mais c'est juste conteur, est-ce que ça vient de là ou... Pas nécessairement. À jeune âge, là, vraiment? Non. Le conteur, je te dirais, ça vient... premièrement, il y a toujours eu des livres à la maison. Et il y avait... il y a des jeunes qui sauront pas de quoi je parle. Là. Mais tu sais, il y avait les bandes magnétiques. Tu sais, à bobine, là. Oui. Grosses... qui, entre parenthèses, permettait de faire des effets sonores assez incroyables parce qu'il y avait 3 vitesses sur ces affaires-là. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de
beaucoup de matériel sur les comptes, etc., qui roulait des fois en boucle chez nous, et qui fait que ça, c'est ma première exposition, là, c'est à travers la littérature, puis à travers ce côté-là. Mes parents ont toujours été très, je dirais, international aussi, donc intéressés par toutes sortes de choses. Et ce qui veut dire qu'il y avait aussi la musique folklorique de tous les pays chez nous aussi, dont beaucoup de musique folklorique italienne, par exemple. Mais tu sais, des vieux enregistrements avec a cappella et tout ça. Tu sais, vraiment, tu sens que ça vient du cœur, mais ça vient de l'histoire, ça vient des racines. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, la chanson Bella Ciao, chantée par des vieilles dames dans un village après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la même chose que notre cher Marco qui la chante puis qui sait pas d'où ça vient. Là, il a mis trop de joie dedans, comparativement au message original, que ça, c'était vraiment un message de tristesse du soldat qui partait? Ou... C'est un message de résistance. C'est un message où, en tout cas, moi, je le perçois comme... Tu sais, t'as chante, mais t'as chante un peu avec les dents serrées, là. C'est comme, c'est un défi. Il y a eu un remake récemment en France avec des rappeurs et tout ça, des gens qui ont été énormément critiqués parce que, justement, on leur a reproché de faire une espèce d'effet de toge, de reprendre une chanson et en la présentant de la manière dont ils l'avaient fait, d'enlever un peu cette essence de résistance dans la chanson et tout ça, là. Je suis en train de fouiller juste rapidement, voir c'est quoi la date que ça a été écrit, ça. Toi, tu me mentionnes, c'est ça? C'était... Bon, c'est un chant de résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un chant de résistance. Ah oui, les partisans en 1943-45 pour la résistance italienne contre le régime nazi, bien entendu. Il y a une affaire que je suis allé à Montréal, je suis allé à une église dans le quartier italien. Okay. Je pense pas l'avoir mentionné au podcast, mais en parallèle avec l'Italie puis la Deuxième Guerre mondiale, t'avais Mussolini dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est quand même drôle parce que tu vois, cette église-là dans le quartier italien, c'est vraiment une belle église, mais la fresque au plafond, t'as Mussolini dans la fresque avec les saints puis le pape. Puis eux, ils pouvaient pas savoir que ça allait devenir comme un dictateur qui allait... Non. Au départ, c'est pas... Au départ, j'imagine que qu'est-ce qu'il essayait de faire, c'était de juste... d'être un dirigeant peut-être bien, mais finalement, c'est un fasciste. En tout cas, je connais pas toute l'histoire de Mussolini, mais j'ai trouvé ça bien drôle quand je suis arrivé, puis j'ai regardé la fresque au plafond qui était incroyable. L'église est tellement belle, là. Je suis rentré là, puis j'étais... la tête de regarder le plafond pendant une bonne heure à regarder les peintures puis tout, puis t'avais Mussolini qui était là, puis c'est l'église Notre-Dame de la Défense, non, Church of Madonna della Difesa. Il est là. Sur son cheval. Bien entendu. Mais donc l'artiste qui a fait la peinture ou certaines des peintures de cette église-là, c'est Guido Nincheri. Si jamais vous voulez aller voir ses œuvres, sont vraiment incroyables. Donc, là, on revient dans tout ça. Toi, quand t'étais enfant, t'as baigné dans la musique avec les... Oui, de vraiment, tu sais, puis la chanson française, la chanson, pas la chanson, mais la musique classique aussi, parce que ma grand-mère paternelle était très... elle allait au concert régulièrement jusque pas longtemps avant sa mort et tout ça. Que s'il y avait un fan club pour Beethoven, ma grand-mère a été une des premières. Fait que c'est elle avec mon père qui m'ont vraiment initié comme à la musique classique. T'as pas été en musique par là? Non, j'ai pas été en musique, mais j'ai fait du piano longtemps. Ah ouais? Jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis là, à l'âge de 16 ans, je faisais du théâtre amateur, je faisais du soccer élite, je faisais du piano, etc. Puis à travers tout ça, il fallait que je réussisse mes études. Et donc, un jour, ma professeure de piano, qui était extraordinaire, m'a dit, si tu pratiques pas un minimum de 2 heures par jour, je veux plus t'avoir comme élève parce que tu gaspilles ton talent. En même temps, un des metteurs en scène au Théâtre de l'Île à Hull, c'est un petit théâtre sur une île au milieu de la rivière, qui est un théâtre municipal et où les shows amateurs sont montés comme des shows professionnels avec la même rigueur, etc. etc. Puis lui, il m'avait dit, si tu veux devenir comédien professionnel, je suis prêt à t'aider. Mais dis-toi que tu ne seras pas pris avant autour de l'âge de 20 ans.
parce qu'ils veulent pas prendre des jeunes trop jeunes. Il faut que tu aies déjà une certaine maturité. Après ça, tu vas faire 3 ans d'école de théâtre, où c'est à peu près tout ce que tu vas faire. Ça va être difficile d'avoir un emploi à temps partiel. Quand tu vas sortir de l'école, ça va te prendre 3 ans, même si tu as du talent, avant de percer. Je pense qu'à 16 ans, tu as assez de maturité pour voir la difficulté de la chose. Et à ce moment-là, mon intérêt à moi, c'était vraiment le soccer. Je tripais soccer beaucoup. Et le théâtre amateur, ça me convenait aussi. Puis j'avais un modèle parental, mon père, qui était professeur d'université et qui était comédien professionnel également, mais qui, tu sais, ça arrivait en deuxième, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il se concentrait sur sa job principale, puis le théâtre, c'était, tu sais, dans la pyramide de Maslow, le théâtre venait remplir le haut de la pyramide. Et donc, j'ai toujours eu ce modèle que c'était possible d'être professionnel tout en ayant, entre guillemets, un véritable emploi. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le tourisme. Mais toujours dans du tourisme où je fais ça avec des costumes. Je représente des personnages qui ont déjà existé ou des archétypes, etc. Donc, c'est jamais vraiment trop loin non plus du théâtre sans être du théâtre. Là, c'est toujours comme animé, puis c'est toujours à travers un personnage. Mais finalement, est-ce que tu t'as plongé ou quand tu avais 16 ans, non, tu t'es dit non, ça va être trop long? Je me suis dit c'était trop... J'adore le théâtre, mais j'avais pas cette espèce de passion dévorante qui fait que tu es prêt à tout sacrifier. Il y avait un gars avec qui j'allais à l'école, un peu plus jeune que moi. Puis un beau jour, lui, il a dit à ses parents, « Au revoir, je vous quitte. » Il a dit à sa blonde, « Je t'adore, mais je te plante là parce que je vais vivre mon rêve. » Puis il est allé à l'École nationale de théâtre. Et donc, je me suis posé la question à un moment donné, je pourrais pas vivre sans le théâtre. Je pourrais pas me dire, OK, le théâtre, c'est fini. Non, ça se peut pas. Et le conteur me permet d'être en relation avec un public et donc de garder une partie de ça, moins la partie, toutes les 110 heures de répétition. Un conteur, t'es toi-même en quelque part. Oui. Même si j'ai une approche un peu théâtrale du conte. Là. Tu peux pas te refaire, comme on dit. Là. Ça va pas assez vite, le théâtre. Ouais, mais donc, c'est que ce que je me suis aperçu, c'est que comme j'étais tombé dedans quand j'étais petit, c'était comme si je prenais ça comme pour acquis et que j'en faisais depuis longtemps. Donc, la différence entre cette espèce de passion dévorante qui te fait « OK, j'y vais », je ne l'ai pas parce que j'en ai fait toute ma vie. T'sais, parce que je réfléchis beaucoup à ça. Et puis, des fois, j'ai des bonnes discussions aussi avec des comédiens ou des comédiennes. Il faut faire de l'introspection. C'est tough faire de l'introspection, je trouve. Ben, j'aime le faire, mais on dirait que je passe trop de temps à en faire. Puis moi aussi, point de vue art, moi, le dessin, j'ai souvent vu comme étant acquis, que j'étais en mesure de faire du dessin, puis que j'étais capable de créer quelque chose que les gens étaient vraiment impressionnés. Mais à quelque part, je me suis un peu trop assis sur mes lauriers, puis j'ai oublié de pousser ma compréhension, ma maîtrise de ce médium-là. Puis je crois à quelque part que en regardant en arrière, en faisant de l'introspection, je me rends compte que j'aurais peut-être dû continuer à pousser un peu plus. Puis on dirait que je le vivais dans ma tête. Je dessinais, puis dans ma tête, je vivais la vie d'un artiste. Je vivais la vie de quelqu'un qui était accompli, mais j'oubliais d'être concret dans l'instant, dans la vie, puis de le faire. Ouais. Ça a été quelque chose que je m'en veux un peu. Oui, mais je pense qu'une fois qu'on a fait, en tout cas, c'est ma philosophie à moi, c'est qu'une fois qu'on a fait le constat, puis qu'on comprend peut-être ce qui s'est passé, on se dit, bon, ben maintenant, allons de l'avant. Tu sais, c'est comme le piano, si j'avais continué, je sais pas où je serais aujourd'hui, là, mais ma vie aurait été complètement différente si j'avais fait ce choix-là. Puis il y a aussi toute une question de discipline par rapport à ça. Là, tu sais. Le talent, c'est bien beau, mais c'est juste tu sais, la petite pointe de l'iceberg. Si t'as pas tout l'effort et tout ça. Tu sais, comme j'ai aussi un certain talent, par exemple, pour l'écriture, mais une fois que le premier jet est fait, là, le côté rigueur embarque pas. Donc, moi, j'aime beaucoup, dans la création, j'aime beaucoup le côté impulsion. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire de l'impro. Parce que même si tu te plantes, ben, tu l'as fait, puis c'est fait, puis on reviendra pas là-dessus, tu sais. Mais en même temps, j'ai aussi un côté comme constructeur qui fait que, tu sais, je rêve un peu de pouvoir faire
une création collective à un moment donné. J'avais fait quelque chose, c'était plus une création dirigée, qui appelait ça, pour un étudiant au doctorat à l'Université Laval, Philippe Beaufort, qui malheureusement est retourné en France. C'était un Français d'origine. Puis on avait travaillé un an entier sur son projet. Il voulait un peu comprendre les mécanismes comme de la création, etc. En plus, lui, il y avait un côté très technique chez lui. Il était comme... je me souviens plus du nom, mais c'est un peu comme quelqu'un qui analyse dans une compagnie comment les postes de travail sont faits, puis qui les réorganise pour que ces postes de travail-là soient confortables pour les travailleurs. Puis il y a un côté ergonomique, il y a un côté ingénieur là-dedans et tout ça, mais lui, il s'exprimait beaucoup à travers le théâtre aussi. Puis lui, il aimait beaucoup Eugenio Barba, qui est une approche du théâtre assez particulière. On en avait parlé dans le dernier podcast. Je pense que Eugenio Barba, ce que tu mentionnais dans l'épisode 11, c'était que lui fermait les yeux. Est-ce que c'est lui qui ferme les yeux? Non, ça c'est... OK, Eugenio, lui, je pense, avait fait une analyse sur les comportements où quelqu'un est immobile puis soudainement va bouger pour créer une intensité. Le charisme intérieur. Sur le fait que quelqu'un qui est immobile peut quand même attirer le regard. Pourquoi? Et il avait fait beaucoup une analyse aussi des arts martiaux, etc. Puis il avait fait comme le tour du monde pour voir un peu comment, du côté asiatique principalement, on faisait tout ça. Et c'est ça, il voulait comprendre comment est-ce qu'on peut ne rien faire, mais être là. Et pas juste être, Ben, c'est de trouver son rôle, dans le fond. Ouais, mais c'est aussi d'avoir une vie intérieure, même si on fait rien. En tout cas, dans sa théorie. De vivre dans l'introspection, de vivre dans... Mais c'est ça, c'est vivre des rôles. Puis toi, ce que tu dis, c'est brut, c'est l'intensité, c'est excuse, je mets peut-être des mots, mais j'interprète ce que tu m'as dit, là, mais pour l'improvisation, toi, c'est vraiment de laisser sortir une énergie puis de créer sur le tas. Oui, exactement. Puis c'est quelque chose qui ne reviendra pas. C'est ça ton rôle, dans le fond. C'est ça ça a toujours été ça, dans le fond, ton énergie ou ta... c'est beaucoup mon énergie, c'est la partie très créatrice. Ouais. C'est le premier jet. C'est l'authenticité aussi, peut-être, avec les autres. Oui, tout à fait. C'est l'écoute aussi. Oui, qui devient c'est ça qu'on avait dit la dernière fois. Très importante là-dedans aussi. Mais moi aussi, c'est ça. C'est vraiment l'écoute, c'est l'authenticité, c'est... je le répète souvent, mais j'avais vu quelque chose sur les réseaux sociaux, puis ça disait que un introverti, c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut pas discuter, c'est quelqu'un qui veut juste avoir des conversations profondes, approfondies. Ben, ça se peut. Que je me retrouve beaucoup là-dedans. Je veux dire, les podcasts, c'est ça, c'est dialoguer, c'est parler, c'est échanger, c'est... Fait que c'est ça, dans le fond, l'énergie que toi, tu fonctionnes sur cette fréquence-là. C'est ça. Puis, tu sais, j'arbitre aussi en impro au secondaire. J'ai commencé ça l'année dernière, puis c'est ça ce que je dis souvent, parce qu'il faut qu'on soit pédagogique. Parce que je leur dis, arrête de jouer, sois le personnage. Okay? Parce que souvent, on peut très bien prendre une attitude, puis faire une espèce de caricature du personnage et ne pas être le personnage. D'ailleurs, les bons improvisateurs se développent ce qu'on appelle des personnages ressources, qui sont des personnages qui sont un peu des alter-ego, donc qui vont réagir selon leur personnage, selon les paramètres du personnage, mais qui vont pouvoir réagir beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas le délai de devoir jouer quelque chose si tu l'es. Et le piège là-dedans, c'est qu'il y a certains improvisateurs qui ont 2-3 personnages ressources et ils en créent plus d'autres après. En anglais, c'est typecasting. Probablement. Tu te contrains à jouer ces personnages-là. Parce qu'un personnage ressource, c'est un personnage confortable. C'est un personnage où tu n'as pas besoin de te poser la question qu'est-ce qu'il va faire, il va le faire. Mais tu peux bâtir sur ces personnages-là. Comment est-ce que toi, tu as fait pour bâtir tes personnages de... Est-ce que tu en as des personnages de base? Oui, j'ai quelques personnages ressources. Là. Moi, j'ai une certaine facilité avec les accents. C'est un amalgame de plusieurs personnages de source. C'est peut-être trop technique comme question, excuse-moi. Mais mettons, si je fais semblant que j'ai un accent allemand, je vais avoir une attitude qui va être différente que si je prends un accent espagnol. Okay, l'espagnol, il est beaucoup plus relax, il est beaucoup plus... je le joue beaucoup plus naïf. Tandis que l'allemand, c'est toujours assez direct, puis il sait où il s'en va, puis etc. Où il y en a, des fois, c'est des gestes. J'ai un ami qui va se reconnaître certainement. Il y avait toujours, pendant un match d'impro, il arrivait par une fenêtre ou il ouvrait une fenêtre à un moment donné, même qu'à un moment donné,
j'avais comme pogné les nerfs un peu. J'ai dit, lâche la tablette. C'était comme... Mais son échappatoire. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait partie de quelque chose qui fonctionnait bien, puis il l'amenait toujours à propos. Parce que ça, c'est l'autre partie importante. Il faut que tu arrives à propos aussi. Sauf qu'à un moment donné, quand tu joues souvent avec les mêmes personnes, etc., tu as des habitudes. Ouais, tu as des habitudes, puis tu as ton confort, etc., etc. Mais pour en revenir, là, dans le fond, on a sauté d'une affaire à l'autre, mais tantôt, tu étais sur quelque chose, tu m'expliquais tantôt que tu avais collaboré avec un étudiant français qui maintenant il est parti, oui, mais vous avez écrit quelque chose. Oui, on a fait un spectacle qui s'appelait le bruit du sable qui monte, et c'était basé sur un extrait d'un roman de Ben Sadoun. Est-ce qu'on peut aller voir sur le web? Est-ce qu'il y a des photos? Je ne pense pas. Okay. Parce qu'il avait créé une troupe de théâtre après ça qui s'appelait Rome Kata, qui a fini par disparaître à un moment donné parce qu'évidemment quand il est parti et tout ça. Mais tu sais, c'était dans cette pièce de théâtre-là, il y avait Michel Mambara qui était étudiant à l'Université Laval à ce moment-là. Et donc, il y avait plein de choses. On a intégré beaucoup de choses du monde de Michel, dont les danses africaines. Parce que Michel connaissait les danses congolaises, rwandaises, pardon. Il vient du Rwanda, Michel. Donc, il connaissait autant les danses des femmes que les danses des hommes et tout ça. Et comme c'était basé en partie seulement sur Barba, c'était pas complètement du Barba, mais en partie, ça faisait vraiment un monde très spécial et tout ça. C'était très... Puis c'était drôle parce que j'étais toujours un peu en opposition avec Philippe, parce que moi, je voulais aller plus loin dans l'interaction avec le public. Je voulais donner plus de pouvoir au public, puis lui, il voulait pas. Puis bon, c'était son projet, fait que c'est sûr que je finissais par me rallier. Mais à la fin de ce show-là, moi, j'étais le méchant dans l'histoire. J'étais le manipulateur, etc. Et à la fin, le public devait décider si je vivais ou si je mourais. Okay? Fait que c'était la seule... Puis ça commençait très... Comme tu vois, Michel Mambara, il commençait déjà dans le corridor, avec que les gens entrent dans la salle, et il faisait une espèce de clown un peu disjoncté. Parce que Barba, c'est de créer ton personnage aussi avec quelque chose de très physique. T'sais, donc, il y avait une espèce de grand sourire figé, puis il y avait une attitude physique très particulière. Et donc, ça a vraiment été très intéressant. On a travaillé très, très fort pendant 1 an. Puis des fois, on arrêtait, puis on se faisait des sessions d'écriture de table pour faire les liens, etc., etc. Puis... Je me souviens bien, dans le dernier podcast, tu me parlais du 4e mur. À quel niveau est-ce que cette pièce-là, cette œuvre-là, vous avez brisé le 4e mur avec la finale, ou c'est que les gens doivent décider sur ton sort? C'est que le 4e mur était établi par le fait que les personnages n'étaient pas des personnages que tu vas rencontrer dans la rue tous les jours. Mais c'est toujours la question aussi qu'on se pose des fois quand on fait des shows au théâtre, c'est... Ben, c'est l'émotion qui se transmet du public c'est ça, exactement, aux gens mais c'est aussi... Tu sais, dans le fond, dès que tu arrives avec un personnage, tu as déjà une sorte de 4e mur qui te permet d'être un peu en interaction. Mais là, tu joues sur la ligne en quelque part. Le personnage en interaction... Il y a quand même une espèce de mur. Si moi, j'ai un masque tout le temps et que je te parle tout le temps comme ça, avec une expression, tu le sais que c'est pas... Tu es en interaction avec le personnage à ce moment-là. Okay. Donc, tu as comme... Sauf que tu as pris ton public puis tu l'as amené avec toi dans ton monde. Parce que le 4e mur traditionnel, c'est vraiment que le comédien... que le personnage ne sait pas que le public est là. Le comédien le sait, donc peut s'adapter, mais le personnage ne le sait pas. Le personnage est dans son monde. Et ce qu'il y a assis de l'autre bord n'existe pas pour le personnage. Il existe pour le comédien, mais il n'existe pas pour le personnage. Je sais pas pourquoi j'ai Shakespeare et Molière. Dans le fond, eux autres, c'était très politique comme satire, puis eux... Ouais, c'est ça. Mais ça permettait, c'est un peu comme un clown, c'est un enfant. Fait qu'il peut, à un moment donné, faire des choses que quelqu'un d'ordinaire ferait pas. Tu sais, aussi, tu regardes, par exemple, l'humour d'Yvon Deschamps. Il disait des énormités, mais tout le monde savait que c'était par provocation. Tu sais, il avait établi comme une espèce de code où, quand il était sur scène, il pouvait dire certaines choses qui faisaient réagir les gens, puis qui venaient mettre un éclairage sur ce qu'il voulait vraiment dire.
les opinions de la société. Tu sais, quand tu dis des choses sur les femmes absolument épouvantables ou des fois, puis tout le monde dans la salle fait « oh, tu sais », mais tu le sais que c'est une opinion, le comédien derrière le personnage, parce que sur scène, il se crée le personnage d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps sur scène n'est pas le même Yvon Deschamps que dans la vie, à peu de choses près. Donc, on le sait que... Tu sais, ce qu'il vient faire, c'est faire ça de façon très, très intelligente et très... Oui, il y a une pensée en arrière de ça. Puis c'est exactement. peut-être ça qu'on voit aujourd'hui qui est un peu choquant. Je sais pas si je m'éloigne un peu, mais ceux qui sont humoristes ou qui vont avoir des propos vis-à-vis certaines réalités sociales vont le faire, mais ils n'ont pas ce personnage-là dans lequel ils peuvent se protéger ou au moins indiquer qu'il y a une réflexion. Je pense à Mike Ward, là, mais lui, c'est un humoriste, là, c'est pas la même chose. Là. Quand tu t'embarques sur le terrain de la provocation, tu t'embarques dans un terrain qui est miné à la base. Et que, tu sais, en même temps, il y a tout un vernis politically correct dans la société actuellement, qui est un peu énervant par moment. Et ce que j'avais bien aimé dans le cas de Mike Ward, je ne sais plus quel journaliste avait écrit qu'en fait, on n'était pas passé par les bons canaux pour traiter de ce cas-là. Lui, il remettait en cause le tribunal des droits de la personne. Lui, il aurait plutôt vu ça comme plus quelque chose de plus traditionnel, parce que les règles des tribunaux plus traditionnels sont plus strictes que les règles à base des droits de la personne. En tout cas, c'est ça. Moi, je suis pas juriste, fait que je peux pas te dire... si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais lui, ce qu'il disait, c'était que pour vraiment traiter de ce genre de questions-là, on n'utilisait peut-être pas les bons outils, qui venaient donc faire un peu mélanger tout. Puis ça ramène toujours à la question aussi, est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce que tout est drôle? Je vais donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Le Charlie Hebdo, je pense, qui est en France super satirique. Là. À un moment donné, sur une page couverture, il y avait Stromae, comme si une bombe avait éclaté. Puis toutes les parties de Stromae disaient « Papa, t'es où? » Ce qui est d'un humour méchant. Moi, je trouve ça méchant. On a-tu le droit de le montrer, ça? Je sais pas si c'est là, mais j'avais vraiment fait... OK, elle est où la limite par rapport à ça? OK, puis tu vois, il y a des morceaux partout, alors que de mémoire, si je me trompe pas, c'est ce qui est arrivé à son père. Il a comme sauté sur une mine ou quelque chose comme ça. Tu sais. Écoute, ça, c'est férocement drôle, en quelque part. Mais ça fait mal aussi. En tout cas, moi, ça me fait mal aussi en même temps. Là. Je peux comprendre ce qui est drôle là-dedans, mais ce qui est vraiment pas drôle en même temps. C'est vraiment la zone où tu fais waf, puis après tu dis « pourquoi je ris de ça? » Non, on devrait pas... C'est vulgaire. Hein? Oui, puis c'est aussi rire de... Parce qu'il n'y a pas de vulgarité dans le conte. C'est ça que moi, j'apprécie de ce style-là. C'est ça, ça dépend, parce qu'il y en a qui ont déjà été là-dedans. Il y a moyen de faire du conte très trash, là. Ce que je fais pas parce que j'aime pas ça, là. Tu vois, moi, je verrais tellement pas un conte à caractère sexuel. C'est sûr que des fois, il va peut-être avoir un petit peu d'allégorie ou tomber dans des trucs. Il y a moyen de faire du conte super trash, là. Moi, je vais jamais là-dedans. Parce que j'aime pas ça, premièrement. Et t'as un public assez restreint pour le conte trash. Là, t'sais. Le milieu même du conte est pas très chaud à ce genre de... Parce que ça a déjà été essayé. Et ça n'a pas nécessairement fonctionné. Ben, ça devient pas un conte. Ben, ça dépend s'il y a les éléments du conte, etc. là-dedans. Ça, faut pas oublier que si on remonte aux origines de certains contes qui ont été réécrits, pour faire beau et tout ça. Le petit chaperon rouge, là, à boire le sang de sa grand-mère, à un moment donné, il est dedans, tu sais. Et il y a des elle est nue, attachée au lit. Dans la version originale? Dans la version originale et tout ça. Non, les versions originales sont très hardcore. C'est pas Walt Disney? Non, c'est pas Walt Disney du tout, tu sais. Puis alors, quand les frères Grimm ou Perrault en France et tout ça ont commencé à réécrire, ils ont réécrit les histoires qui étaient des histoires populaires, dans le fond, avec leur code à eux autres et tout ça, plus de la société à ce moment-là. Puis c'est sûr que quand Walt Disney est rentré là-dedans, ben, il a édulcoré énormément de choses. Ce qui a été d'ailleurs un problème du conte longtemps, c'est que donc le conte est devenu pour les enfants.
Alors que du conte adulte, il peut y en avoir. Il y a un très beau spectacle de conte érotique. Ben, moi, je le vois plus comme genre un... Ben, tantôt, tu parlais d'Yvon Deschamps, comme on avait déjà conclu que Yvon Deschamps, c'était pas nécessairement un conteur, mais il y a du conte dans ce qu'il fait, comme on avait mentionné dans l'autre podcast, mais quand même, il y a une différence entre ça puis de l'humour Charlie Hebdo, mais ça, c'est un autre truc, là, complètement. C'est visuel, là, mais moi, j'apprécie beaucoup l'art qui est respectueux. Puis que quand il y a une opinion sociale où on veut démontrer une réflexion qu'on a eue par rapport à un sujet ou une réalité, ben au moins on le fait avec le plus de respect possible. Ou dans ce cas-ci, Charlie Hebdo, c'est vraiment l'objectif, c'est le choc, juste pour tout à fait. Imposer une réflexion. Quand tu regardes une œuvre sur un mur, ben tu y réfléchis, mais on te l'impose pas, c'est ça, c'est difficile à expliquer. C'est parce que ça, c'est dans le public. Ça incite un patriotisme français. Ça incite pas une ouverture de d'autres cultures ou tu sais, ils vont revendiquer, dans le fond, Charlie Hebdo, tandis qu'un conteur va pas revendiquer, je pense pas. Ils vont inviter à... Oui, probablement, mais encore là, il pourrait y avoir à un moment donné un conteur qui décide de faire des contes plus politiques et avec plus de réflexion. Là. Un des derniers spectacles de Fred Pellerin. Parlait contre la religion, le prêtre qui était... Je me souviens plus de l'histoire du prêtre. Mais tu sais, où il introduisait toute la notion qu'il faut aussi sauver la planète. C'est une partie de son message, c'était ça aussi. Là. Okay. Fait à la Fred Pellerin, évidemment. Donc... J'ai pas vu le dernier spectacle, j'ai pas suivi. J'ai vu le deuxième film, je pense, que j'ai vu ces spectacles-là, mais ça fait quelques années, il faudrait que je me remette à niveau. Là. Ouais. Mais je trouve ça agréable, plus certainement les conteurs qui sont proches du public davantage, comme toi, le travail que tu fais. Puis ça, en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, des spectacles que tu pourrais me mentionner? On vient d'en avoir un. On a des nouvelles personnes qui sont greffées au Cercle des conteurs de Québec. Puis il y en a un qui nous a invités chez eux. L'autre jour à faire un spectacle pour ses amis et pour nos amis aussi et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très intéressant parce que c'était très proche. Tu sais, tu peux pas être plus proche que ça que dans le salon d'une personne. Tu sais. Fait que c'est une énergie différente. Je pense qu'autant que ceux qui étaient là, que les conteurs et conteuses qui étaient là, ont bien apprécié aussi. Tu sais. Puis c'était vraiment une ambiance différente où tu peux jaser même avec ton public avant parce que tu es dans la cuisine puis il faut que tu passes par là pour aller au salon. Puis... Fait que, non, ça, c'était une très belle expérience, qui était même différente du petit spectacle, mettons, qu'on fait au Domaine Mézeray dans la Chapelle ou des choses comme ça, qui est déjà plus, un peu plus institutionnel, me dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le bon mot. T'es quand même proche des gens, mais là, t'étais vraiment super proche, là, tu sais. Avant de compter, t'étais assis entre deux spectateurs, puis là, tu changeais de chaise pour aller... l'endroit où on avait décidé que les conteurs seraient pour pouvoir dire leur histoire. Là. Puis après, tu retournais à ta place entre deux personnes qui écoutaient et tout ça. Puis, mais c'est un peu l'ambiance. C'est le café à Montréal, c'est l'Escalier. Ah, ça se peut, je sais pas. C'est Métro Berry, puis eux, c'est vraiment un café très... tu sais, c'est un salon. OK, ouais. Les gens sont juste là, puis 2 secondes avant, t'es dans le public, tu parles avec les gens, puis là, soudainement, tu te retrouves sur le stage qui est juste là, tes pieds sont quasiment sur la table des gens juste en avant. Puis, on avait déjà fait, il y a déjà une conteuse qui a un grand salon aussi, qui l'avait déjà fait aussi. Fait que c'est vraiment... ça faisait un bout de temps que j'avais pas participé à quelque chose comme ça. Là, fait que c'était vraiment... c'était le fun. Ouais. Puis, comme c'était une bonne partie des amis du gars qui nous recevait aussi, ben c'était des gens qui nous avaient peut-être jamais entendus encore et tout ça. Fait qu'il y avait vraiment une découverte, autant du côté spectateur que du côté des conteurs et conteuses. Là. Ça a été bien le fun. Puis, ces gens-là qui sont greffés à... tu m'as mentionné les gens qui sont ajoutés à ce groupe-là, ça c'est... est-ce que c'est... c'est des gens, c'est que tu as 2 conteuses à l'intérieur du cercle, Yolène Carrier et Geneviève Marié, qui offrent des ateliers de contes à la Maison de la littérature ici à Québec. Donc, certaines personnes qui sont venues de là. Il y en a aussi, c'est à travers la famille. Fait que c'est vraiment, le bouche à oreille, mais à partir de la Maison de la littérature, par exemple, des gens qui ont pris les ateliers puis qui voulaient pousser plus loin, qui sont venus nous voir. Puis il y a une belle dynamique actuellement au cercle là,
beaucoup de diversité de personnalités, d'approches, d'intérêts aussi, et tout ça. Fait que ça fait... c'est une belle mosaïque de personnes. Là. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée? Est-ce qu'il y a en ce moment, c'est sûr qu'il va y avoir un spectacle au mois de juin, comme on fait. Mais sinon, il faut surveiller aussi les activités des Amis imaginaires. Et ça, vous trouvez ça sur Facebook vraiment sans problème, ou sur Internet aussi. Parce que là, il va y avoir une série à la Maison de la littérature sur des improvisations comptées. Donc, à partir du conte, mais improvisées, avec interaction avec le public. Il y a aussi les stations chaleureuses. Québec a décidé, il y a quelques années, de mettre à des endroits stratégiques quelques chaises avec... une espèce de truc au gaz naturel qui chauffe un peu et tout ça, là, puis ils appellent ça les stations chaleureuses, pour que les gens, quand il fait froid, puissent s'arrêter, puis passer quelques moments, se réchauffer les mains, puis continuer après. Et cette année, la Ville a décidé, et la SDC aussi, Vieux-Québec, donc Société de développement commercial, ont décidé d'animer ces stations chaleureuses. Fait que allez voir le programme parce que il y a des conteurs et des conteuses là, qui vont se promener. Il y a de la musique traditionnelle aussi avec atelier exactement. Ben ça c'était un des premiers qu'on a fait. Palais Montcalm. Palais Montcalm, etc. Puis donc vous avez les chaises qui sont là, puis vous avez super ça. La source de chaleur qui est ça, c'est très drôle parce que Palais Montcalm, Place Duville, les gens passent beaucoup, tu sais. Fait que moi, j'avais un petit compte de quelques minutes où je marchais avec les gens en leur disant « Ça vous dérange-tu? » Fait que je partais comme du haut, comme là où est la patinoire, et je marchais avec eux autres jusqu'à la porte Saint-Jean. Puis j'avais ce temps-là pour leur raconter ma petite histoire. Puis c'était avant Noël et tout ça, fait que c'était une histoire en lien avec la crèche. Puis j'ai trouvé ça très drôle, tu sais. C'est pas évident de raconter ton histoire puis garder l'intérêt en marchant. Mais la plupart des gens m'ont dit « Ah, c'est cute, c'est le fun. » Puis, c'est comme on mentionnait tantôt, c'est l'authenticité, c'est la proximité des gens. Tout à fait. C'est ça qui est important. Tu es ambassadeur de la culture à quelque part. C'est quand même... c'est ça. C'est une vocation. Est-ce que tu le vois comme une vocation? Pas nécessairement comme une vocation, mais comme quelque chose dans lequel je suis très confortable. Ma façon d'être guide touristique est différente de d'autres, parce que j'aime bien raconter des anecdotes. Et plus tu guides, plus il t'arrive des choses. Et plus, des fois, il y a certaines anecdotes que tu peux garder et que tu peux resservir, tu sais. Faut toujours être curieux. Faut jamais que tu t'assoies et tu dises « OK, je suis arrivé en quelque part. » T'es jamais arrivé. Parce qu'il y a toujours toutes sortes de choses. Comme dernièrement, j'ai été écouter une conférence sur la bataille des Plaines d'Abraham, sur le général Montcalm et tout ça. Puis, sans que ça change complètement ce que je pense puis la manière dont je raconte les choses, il y a quand même des éléments importants que je ne connaissais pas qui sont sortis. Comme par exemple que le matériel militaire des Britanniques était beaucoup plus efficace que celui des Français. C'est simplement d'avoir des fusils qui tirent plus loin, c'est déjà un gros avantage. Et ça permet aussi de raffiner le discours puis de raffiner la compréhension aussi. Ça change pas que je prends encore des raccourcis quand je raconte la bataille des Plaines d'Abraham et tout ça, là. Mais ça me permet que si quelqu'un me pose des questions plus pointues, j'ai plus de bagages pour pouvoir répondre. Parce que je dis toujours aux gens, une fois que j'ai fini mon explication un peu théâtrale, je leur dis, j'ai pris beaucoup de raccourcis, mais c'est ce que je veux que vous saisissiez, c'est vraiment pourquoi la bataille a été si rapide. Quelles en sont les causes et tout ça. Parce qu'évidemment, on focus sur le moins d'une demi-heure qui a eu lieu sur la bataille. Il y a des choses avant, puis il y a des choses après. La reddition de Québec s'est faite, mais elle aurait pu ne pas se faire aussi. Si elle ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a des renforts qui arrivent? Il y a plein... mais tu as une responsabilité en tant que... Je veux pas faire un parallèle nécessairement avec les conteurs, mais à quelque part, toi, tu as une responsabilité historique de raconter quelque chose. Tout à fait. Parce que l'histoire appartient aux vainqueurs. Les Anglais ont probablement écrit quelque chose qui leur avantageait à la suite de la bataille des Plaines, mais... Mais t'as aussi toujours des points de vue, t'as des faits, et à partir de ces faits-là, tu peux avoir différents points de vue sur ces faits-là. Parce qu'il ça aurait pu être une victoire française. Si Montcalm avait pris le temps de comprendre les capacités de la milice française, il aurait pu utiliser l'approche fantassin, on en a parlé la dernière fois, là. Mais tandis que en plus, c'est parce que il y a des choses sur lesquelles Montcalm comptait qui ne se sont pas réalisées. C'est-à-dire de Bougainville, il est dans le coin de Cap-Rouge et tout ça.
pourquoi il n'est jamais arrivé à la bataille, tu sais? Puis, il faut comprendre aussi que maintenant que les Britanniques sont sur les plaines, Montcalm, il ne peut pas envoyer un messager qui va aller directement à Bougainville. Fait que le messager, doit faire un long détour. Fait que, sachant ça, pourquoi il est sorti aussi vite de la ville? Tu sais, c'est toujours ça, c'est toujours le point, quelle que soit la version que tu regardes, la question, c'est toujours pourquoi il est sorti si vite de la ville? Pourquoi il n'a pas attendu? Tu sais, il attend peut-être 1 heure en se disant, bon, là, le messager est arrivé. Mais d'après ce qu'il a dit sur son lit de mort et tout ça, c'est que lui, il était sûr que de Bougainville allait entendre le bruit de la bataille et qu'automatiquement, il allait commencer à bouger sans attendre le messager. Sauf qu'il y a des spécialistes des guerres et tout ça qui expliquent que sur un champ de bataille, surtout si tu as des collines et tout ça, tu ne sais jamais comment le son va voyager. On sait aussi que de Bougainville, il n'a pas tout dit. T'sais, c'est comme un peu protégé. Et il n'y a personne qui peut le contredire puisque Montcalm est décédé, puis qu'il y en a d'autres officiers qui vont décéder aussi. Donc, on nage dans une espèce de zone grise où il y a des questions qu'on n'est pas capable de répondre encore. Pourquoi il est sorti si vite de la ville? Pourquoi il n'a pas attendu? Ce que tu m'avais mentionné la dernière fois, c'était que les Anglais avaient utilisé une stratégie pour faire semblant qu'il est en train de s'installer. Tout à fait. C'était ça que tu m'avais expliqué. Probablement. Mais en même temps, 1 heure de plus, 1 heure de moins, c'est comme... C'est très... comme c'est un officier d'expérience qui en a vu des batailles, qui en a fait plusieurs en France et tout ça, est-ce qu'il a été trop vite? C'est vraiment ce point-là où on peut entrer dans toute la philosophie, les tactiques, dans toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais le fait est que ça s'est définitivement pas déroulé comme il voulait. Puis à la base, devant lui, c'est des militaires professionnels. Puis lui, son armée, c'est militaires professionnels. Il n'y en a pas beaucoup, c'est de la milice. Donc, il ne réagit pas comme un professionnel qui n'a pas les mêmes réflexes. Tu sais, il y a toute une affaire. Puis c'est sûr que si les Anglais savent déjà qu'ils ont une portée plus grande que les Français, ben, ils peuvent tirer avant que les autres arrivent. Tu sais, il y a toutes sortes je dirais, de petits détails qui font que si tu accumules tout ça à un moment donné, ben, dès le départ, même si sur papier, les deux armées ont à peu près le même nombre de corps pour se battre, c'est pas la même qualité. Les Anglais ont un avantage au départ. Et l'avantage de la hauteur, pourquoi les Français ne l'ont pas plus exploité? Fait qu'il y a encore plein de questions. C'était pas sa bonne journée, Non, c'est ça, exactement. Il s'est levé trop vite. C'était un 13, mais c'était pas un vendredi, j'ai vérifié. C'était pas un vendredi, mais c'était un 13, fait que je sais pas si c'est ça qui lui a porté malheur ou quoi. La dernière fois, je m'excuse, j'avais mentionné qu'il y avait des troupes allemandes, puis tu m'avais dit que c'était des Highlanders. Mais j'avais dit allemandes, mais je m'étais trompé, parce que j'avais écouté un documentaire sur Washington contre les Anglais, puis c'était dans l'armée anglaise, c'était les Allemands étaient là, mais je m'étais trompé, j'avais mélangé les deux conflits. Je m'en excuse. Mais cette conférence-là, c'était quoi exactement que tu as participé? C'est un journaliste qui a écrit un livre, Montcalm, général américain. Tu sais, comme quoi il était plus adapté aux tactiques nord-américaines qu'on le pensait. Mais c'est ça, oui, c'est exactement c'est ce livre-là. Donc veux-tu le présenter, l'auteur? Lui, il était journaliste à la recherche pour Le Devoir. Il a travaillé à la tribune de presse aussi de l'Assemblée nationale et tout ça. Et il a toujours été intéressé par l'histoire. D'ailleurs, quand on regarde sa bio, on voit qu'il a une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Et donc, il s'est beaucoup documenté et tout ça pour... essayer de dire, arrêtez de taper sur Montcalm. Il n'était pas tout seul dans cette histoire-là. Justement, quand on vient de dire que c'était pas son bon jour, mais il n'y avait pas les outils nécessairement non plus dont il aurait eu besoin pour pouvoir vraiment résister aux Anglais. C'est vrai que les fortifications de Québec à l'époque ne sont pas les gros murs qu'on a aujourd'hui qui ont été faits plus tard par les Britanniques. C'est beaucoup du bois avec de la terre, du gravier, des trucs comme ça. Donc, Montcalm est quand même conscient qu'il n'y a pas les outils. Et dans le fond, le message du livre, si je peux paraphraser un peu, c'est que arrêtons de taper sur Montcalm. Il a fait son possible avec ce qu'il y avait.
Mais comme je disais tantôt, il y a quand même des questions où on se pose pourquoi il n'a pas attendu, mettons, 1 heure, s'assurer que son messager serait vraiment arrivé. C'est que, aujourd'hui, on sortirait le téléphone cellulaire puis on dirait, t'en viens-tu, là? J'ai un trouble, là. Mais il n'y a pas de téléphone cellulaire à ce moment-là. Fait que c'est tout... Quand tu fais tes présentations en tant que guide touristique, est-ce que tu sens que tu as le temps d'expliquer ou de... Ben non, c'est ça. C'est que souvent, on a un temps X. Fait que là, c'est pour ça que j'avertis souvent, écoutez, je prends des raccourcis. Plus tard, si vous voulez me payer une bière, on pourra s'en parler plus longtemps, etc. Donc, c'est de faire... c'est d'essayer de trouver c'est quoi l'essentiel. De trouver pourquoi c'est arrivé, de respecter la chronologie. Parce que même si on donne des dates, je suis pas sûr qu'ils vont tous se souvenir des dates exactement, mais ils vont savoir que telle personne arrive avant telle personne et qu'il y a une suite logique dans les événements, dans le fond. Et donc, c'est sûr que je prends des raccourcis, sauf que je m'assure d'avoir la bonne information le plus possible aussi. Donc, si quelqu'un veut pousser plus loin sur un sujet particulier, quand il me pose des questions, ben là, j'ai la capacité de répondre. Et la capacité de dire, ben, vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit, j'avais pris un raccourci. Par rapport à votre question, voici le raccourci que j'ai pris. Et je dis toujours aussi, c'est la plupart des choses sur lesquelles je me base, c'est ce que la majorité des historiens se sont mis d'accord. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, là. Et moi, je me fie beaucoup au dictionnaire biographique du Canada, parce que c'est l'Université McGill et l'Université Laval, département d'histoire et tout ça. Donc, c'est régulièrement révisé par rapport aux recherches qu'ils font, etc., etc. Fait que c'est vraiment une source que je considère crédible et qui permet aussi, mettons, si on regarde un personnage, de faire tous les liens avec tous les autres personnages qu'il y avait autour de lui et donc de reconstituer à travers la biographie de ces différentes personnes, à quelle époque ils sont, etc., qui permet ensuite de nourrir la réflexion sur qu'est-ce que ça a donné après tout ça. Là, Parce que souvent, il y a ça, c'est l'intégrité des historiens, des fois. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est biaisé un peu, eux ont leur opinion. Non, mais tu sais, où ils sont mal informés, où c'est mal écrit. Ils sont patriotiques, ou ils veulent écrire au... Tu sais, des fois, moi, je fais de la formation aussi. Les nouveaux guides qui viennent travailler chez Cicerone, je fais la formation sur les produits qu'on a et tout ça. Puis j'ai régulièrement quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, j'ai entendu telle affaire ou j'ai lu telle affaire. » J'ai dit « Amène-moi ta source. Si on peut considérer que ta source est crédible, ben, je vais réviser ce que je dis. » Puis c'est toujours là où je leur dis « Ma source à moi, ben, c'est le dictionnaire biographique. » Parce qu'il y a différents blogs, il y a des gens, tu sais, qui ont fait des recherches, qui ont trouvé certaines choses. Si on parle, par exemple, du comte de Frontenac, ben, tu as des blogs français aussi qui parlent du comte de Frontenac. Mais qui n'ont pas du tout les mêmes références que nous. Des fois, je lis puis je fais pas sûr que c'est tout à fait exact cette affaire-là. Fait qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir des sources solides, des sources crédibles de gens qui travaillent là-dedans et qui font des efforts. T'sais. Il y a même certains sites officiels que je ne nommerai pas, que je dis des fois à mes guides, attention, parce que si tu lis tel paragraphe dans leur site et que tu le compares justement avec le dictionnaire biographique, ça donne pas la même chose. Et puis, ça dépend des angles aussi. Parce que même dans le dictionnaire biographique, si on revient à Montcalm, tu as toute une partie par rapport à certains personnages où Montcalm, c'est pas si pire que ça. Puis tu en as d'autres où, waouh, sa chicane avec Vaudreuil était énorme. Fait qu'il faut voir nuancer aussi. Tu sais, comme par exemple, tu sais, pourquoi Vaudreuil et Montcalm, mais ils s'entendaient, mais peut-être pas autant, tu sais. C'est que Vaudreuil, lui, étant né ici, a participé à très peu de batailles. Il n'a pas d'expérience de terrain. Tandis que Montcalm, lui, il a une grande expérience de terrain. Mais juste pour mettre en contexte, Vaudreuil, moi, je suis pas familier. Le gouverneur, ça, c'est le gouverneur de Nouvelle-France au moment de la conquête. Okay? Et son père a déjà été gouverneur avant. C'est pour ça que lui est né ici. Fait que quand Montcalm arrive, est imposé par les autorités françaises comme étant maintenant le nouveau chef d'armée, alors que d'habitude, c'est la prérogative du gouverneur, c'est un peu comme si Vaudreuil se faisait tasser. Il n'a pas aimé ça. Fait qu'il n'a pas aimé ça, c'est sûr. Tu te fais tasser, etc. Exactement. C'est lui. Donc, il y avait des accrochages avec... Oui, c'est ça, tu sais. Puis, quand tu as 2 chefs pour l'armée, tu sais, déjà, tu demandes un peu à ce qu'il y ait du trouble, là. Mais c'était très clair pour les autorités françaises que c'est Montcalm qui était en charge, à cause du fait qu'il avait une plus grande expérience de terrain que Vaudreuil. Mais comme on le sait, en tout cas, mon impression, c'est que c'était pas nécessairement ça l'avantage, l'expérience du terrain, parce que quand il est arrivé là, d'après ce
qui est peut-être... C'est qu'il n'a pas pris en considération les stratégies militaires qui étaient utilisées par les Canadiens français, qui s'étaient beaucoup adaptés Oui, c'est ça. C'est que... mais en même temps, le terrain fait que tu peux pas vraiment avoir nécessairement une guerre de commando. C'est peut-être qu'il aurait dû faire plus comme Levy, qui lui va battre Murray. C'est-à-dire plus... morceler son armée pour pouvoir avoir plus de flexibilité. C'est un peu... En fait, en tout cas, moi, la manière dont je vois ça, c'est quand Montcalm sort, ça fait un peu comme un gros bloc. Tandis que quand Lévis va attaquer Québec l'année suivante, il permet quand même d'avoir des mouvements pour aller autour des Anglais. Et c'est là où... Et Murray, lui, est sorti en bloc aussi. Fait que, fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK... Murray aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Comment ça se fait qu'il s'est fait battre? C'est parce que sortir de la ville en même temps, t'as comme un problème physique. C'est que quand tu sors en bloc. T'as pas le choix. Tandis que les autres sont déjà placés puis sont déjà prêts à être plus mobiles. Fait quand tu regardes ça, tu fais OK, il y a... peut-être c'est ça que Montcalm, c'est ça qui est arrivé aussi. C'est ce que je me dis aussi. Comme je te dis, quand je vais à des conférences, des choses comme ça, des présentations, je regarde... parce que je sais que ces conférenciers-là ont fait des recherches sérieuses donc je pars du principe qu'ils ont été voir des bonnes sources. Je révise un peu la manière de voir les choses, puis j'essaye de m'expliquer pourquoi. Je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des nouvelles informations, puis de les intégrer, puis d'essayer de comprendre ce que j'avais peut-être pas avant, ce qui vient raffiner, en tout cas, je pense, ma compréhension des choses. Mais comme je l'ai dit tantôt, si quelqu'un m'arrive avec des sources fiables et tout ça, puis il me dit, là-dessus, tu te trompes, on va en jaser. Puis, je vais changer mon discours à ce moment-là. Je vais l'adapter selon les nouvelles informations. Peu importe, toi, ce que tu fais, t'as une âme scientifique, je veux dire, t'as une hypothèse ou t'as une compréhension, puis t'es ouvert à ajouter à cette hypothèse-là. Exactement. Je pense que quelqu'un qui arrive puis dit, voici, j'ai la vérité... La science infuse. Non, ça marche pas, là. C'est comme... jusqu'à présent, la communauté des historiens dit que c'est plus ça, OK? C'est plus ça, parce qu'il y a un consensus. Mais ces gens-là continuent à faire des recherches. Il y a un étudiant qui va peut-être arriver, qui va trouver d'autres documents qu'on n'avait pas vus. On va retrouver des trucs, puis il va dire, là-dessus, je serais peut-être moins catégorique. OK, on jase, on regarde, puis on fait, OK, oui. C'est la nouvelle donnée qu'on intègre dans ce qu'on a, tu sais. C'est de l'humilité, dans le fond. Il faut de l'humilité, qu'on soit artiste ou qu'on soit historien. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'a pas la réponse absolue. Puis il faut tout le temps être en quête. Là. Puis il peut y avoir des gens qui ont aussi des approches différentes par rapport aux mêmes faits. Du moment qu'il y a des faits, il peut y avoir une discussion. Dès qu'on se détache des faits, c'est de la philosophie, c'est de la spéculation, c'est comme, tu sais. Puis même la philosophie rigoureuse se base quand même sur une réflexion logique, etc. Tu sais, il y a quand même... Mais dès que tu... En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que dès qu'on s'éloigne des faits, là, on rentre dans plus de la spéculation, de l'opinion, etc., etc. Ouais. Ça devient impulsif, ça devient émotionnel, ça devient pas rationnel, ça s'éloigne c'est ça, tu sais. D'un respect pour... C'est ça. Mais en même temps... Il faut qu'il y ait un côté émotif, il faut que tu sois comme passionné en quelque part. Oui. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'entendre ce que l'autre a à dire. Passionné pour l'interpréter, mais pas nécessairement passionné pour déblatérer quelque chose qui est faux. Comme je veux pas faire un parallèle avec Stromae puis Charlie Hebdo, mais autres, c'est ça, c'est pas citer un fait, c'est juste être impulsif puis déblatérer quelque chose qui est... c'est de créer un choc, hein, puis on sait que c'est la marque de commerce de Charlie Hebdo, là. Ouais. Mais tu sais, elle est où la limite? Elle est où la limite? Et la limite varie aussi beaucoup selon l'acceptation sociale du moment. Oui, ça c'est vrai. Oui, carrément. Donc, tu sais... basé sur le manque d'informations. C'est ça, puis basé aussi sur la perception, etc., etc., tu sais. Puis basé sur est-ce que je respecte le vécu de l'autre ou pas? Puis est-ce que j'écoute ce que l'autre me dit? Hey, tu me fais mal. Arrête ce que tu fais parce que tu me fais mal. Oh, excuse-moi, je savais pas que je te faisais mal. Ouais. Ou si je continue puis je dis, on le sait, tu sais, c'est comme... C'est ça qui est le fun avec l'improvisation. Puis là, je fais un parallèle avec ce qu'on a déjà discuté dans l'autre épisode, mais c'est de faire des petites jambettes. Mais c'est une jambette pour inviter l'autre à participer. C'est pas quelque chose qui
va être mesquin. Puis c'est ça, Charlie Hebdo, c'est mesquin, à quelque part. Ouais, c'est ça, comme je te dis. T'invites pas à faire... Tu fais pas une jambette amicale pour inviter l'autre personne à dialoguer. Non, exactement. Puis en plus, parce que ce que je trouve avec ça, c'est que tu rentres directement dans la vie privée. Ouais, en plus. Qui est certainement qui a dû être un traumatisme en quelque part. Tu sais, il y a... Tu sais, on le sait pour pas. Lui, là, ouais. Pour Stroman, oui. Certainement. Tu sais, puis le fait qu'il soit quelqu'un de public et puis qu'il ait sa personnalité et tout ça, est-ce que ça nous donne le droit de dire, OK, t'es une personnalité publique, fait que la chasse est ouverte, là? Parce que c'est tout ça aussi, la question autour de Mike Ward et de Jérémy Gabriel, c'est que il s'est mis dans l'espace public, donc il s'est mis en danger, fait que assume que tu t'es mis en danger. Mais cette mise en danger-là, est-ce que ça donne la permission de pouvoir dire tout ce qu'on veut là-dessus, tu sais? Tu deviens un produit, fait que t'es... Oui, tout à fait. Elle est où la ligne? Elle est où la limite? Qu'est-ce qui est permis? Liberté d'expression, oui. Mais liberté d'expression, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment? C'est par... mais les compteurs, est-ce qu'ils peuvent être jugés ou par rapport à ce qu'ils disent? Habituellement, c'est quand même un respect des barèmes ou des... Oui, mais comme je te disais tantôt, on peut sortir aussi. Là, on va prendre un exemple, Fabien Cloutier. Il avait fait Scottstown, puis il avait fait son autre show aussi, dont le nom m'échappe actuellement, où c'est vraiment super trash ce qu'il dit, mais il le dit à la façon dont lui, il perçoit les gens autour de lui, parce qu'il vient de la Beauce à l'origine, tu sais. Fait que c'est un show qui a eu beaucoup de succès, mais il a déjà été présenté une année au festival Contes et Littoral à Beaumont-Saint-Michel. Et les gens qui sont venus écouter son histoire étaient comme pas préparés à justement à avoir des personnages aussi crus qui parlaient dans leur langue puis qui s'envoyaient promener. Mais vraiment... C'est pas un conte traditionnel, par contre. Non, c'est pas un conte traditionnel, mais c'est dans... Puis Fabien étudie en théâtre et tout ça, donc c'est ça. Il y a un côté très théâtral aussi, mais en même temps, ça parle de gens qui existent vraiment et qui parlent vraiment comme ça, tu sais. Fait que c'est comme à la fois décrire ce qui existe et en faire une histoire, tu sais. Mais ça n'a jamais été fait dans le but de dénigrer ces gens-là, ou, tu sais. C'est pas de la provocation pour provoquer, c'est présenter des gens, présenter une réalité, présenter, tu sais. C'est fait dans un esprit où il y a beaucoup de respect. Mais inévitablement, d'être devant un public, tu deviens un genre de personnalité publique, tu deviens un produit. Aujourd'hui, en tout cas, de nos jours, c'est perçu comme ça, contrairement à peut-être une centaine d'années, sans la TV, les conteurs étaient des gens qui étaient canalisaient c'est parce le que savoir. Au niveau traditionnel, c'était souvent dans les familles, dans les villages et tout ça. Il n'y avait pas de... T'étais pas une vedette, t'étais un canalisé. T'étais un médium. T'étais une vedette locale ou régionale, dans le sens que tu connaissais les histoires, et que les histoires, ça faisait partie des histoires de la paroisse, des histoires de la parenté, ou des histoires du temps où M. le curé voulait que les fêtes arrêtent à minuit, parce qu'après minuit, on sait que c'est là où le diable sort, puis... etc. Parce qu'avant la TV, avant la radio, tu pouvais pas devenir une victime de ta popularité. Puis là, je pense à La Bolduc. Là, j'ai vu le film, puis j'ai beaucoup aimé. Là. Puis ça, un peu, c'est ça qui est arrivé. C'était une des premières au Québec qui a bénéficié de ce médium-là de la radio, puis qui a été vu aussi par la TV éventuellement, mais qui a souffert de ça, je pense, si je me souviens bien. Mais c'est sûr que c'était pas, elle avait pas un plan de carrière, la Bolduc, au départ. Là, c'était ça. C'était comme... Je pense pas que... Il y avait pas comme... Parce qu'elle, c'était ses fêtes de famille, c'était chanter dans la famille, c'était exactement ça. C'est comme... Elle canalisait la culture québécoise, mais ou irlandaise, si je me trompe pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Irlandais font partie beaucoup de l'ADN des Québécois. Un rill, c'est très irlandais. Les cuillères, à l'origine, ça nous vient d'Irlande. Et je fais toujours la joke quand je fais des visites guidées. Je dis, c'est les Irlandais qui nous ont amené les cuillères, mais nous, comme on est intelligents, on les a améliorées. Là, puis, je fais des farces aussi sur les Écossais. Dans les familles canadiennes-françaises, si tu trouves pas un bon Canadien français, tu peux épouser un Irlandais, surtout qu'il est catholique, ça marche. Mais s'il vous plaît, épouse pas
un Écossais. Puis dans les familles irlandaises, on disait, si tu ne trouves pas un bon Irlandais, oui, tu peux aller voir du côté des Canadiens français, mais s'il vous plaît, va pas voir du côté des Écossais. En fait, c'est pour amener la notion que beaucoup avant, les Écossais se retrouvaient souvent comme contremaîtres et tout ça, et donnaient les ordres aux Canadiens français et aux Irlandais qui avaient tendance à plus être des ouvriers. Et les Anglais, c'est ceux qui possédaient beaucoup et qu'on voyait moins, qu'on voyait circuler, mais avec qui on n'avait pas nécessairement des interactions directes. Et encore là, c'est sûr que je prends des raccourcis, puis qu'il y avait des Canadiens français qui pouvaient s'intégrer, tout ça, comme par exemple la famille de Salaberry, famille de militaires qui s'est bien intégrée à l'armée britannique et tout ça, tu sais. Mais c'est juste pour donner un peu... c'est pour ça que j'avertis toujours les gens que je fais des raccourcis, mais c'est pour leur montrer un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Et pourquoi on pouvait, par exemple, aimer plus des personnes que d'autres. Parce que même quand les Irlandais sont arrivés, oui, c'est des catholiques, mais c'est pas des catholiques à la canadienne française. Fait que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des chicanes de village entre catholiques, parce que, bon, les Irlandais voyaient ça de cette manière-là, puis les Canadiens français voyaient de cette manière-là. Mais tu sais, même dans le développement du Canada et tout ça, les Irlandais sont super importants. Robert Baldwin et Hippolyte Lafontaine, leur machine d'élection, c'était les Irlandais. Puis dans ce temps-là, comme tu vas ta main levée, ben... Hein? Tu te faisais tasser dans la foule. Bonjour monsieur, ça va bien? Ouais. Vous savez pour qui vous allez voter? Parce que moi puis ma gang de chums, tu sais, avec les bâtons, là, nous, on va voter pour lui. Fait que, ouais. Ça n'a pas trop changé. Fait que c'est comme... On oublie un peu aussi les mœurs politiques qu'il y avait à l'époque, etc. Donc, les Écossais aussi sont très importants dans l'économie, dans la culture et tout ça. Fait que... et évidemment, faut pas oublier les Amérindiens non plus, parce que on a beaucoup tendance encore aujourd'hui à les oublier, mais il y a beaucoup d'influences qui viennent d'eux autres aussi. Excuse, parce que je voulais faire un parallèle. Tu viens de parler de trucs politiques, puis il y a une bande dessinée que j'ai achetée, ou il y a quelqu'un qui me l'avait offert. Je pense que je l'ai achetée. Puis je vais la plugger, je vais aller la chercher. Puis, est-ce que tu voudrais un verre d'eau? Non, ça va, je vais prendre un peu de montée. Okay. T'inquiète, je vais le promouvoir, mais on parle de politique, puis j'ai bien aimé cette bande dessinée-là. Tu as plusieurs artistes québécois qui ont participé à ce livre-là, c'est 1792, puis... c'est intéressant, ça. Ouais, c'est vraiment une belle bande dessinée. Ben, en fait, il y a certaines bandes dessinées à l'intérieur, mais il y a beaucoup de textes aussi, là, fait que c'est vraiment un beau travail, un beau livre. Ouais, puis je vois aussi que c'est avec l'Assemblée nationale du Québec. Ben, si je me souviens bien, je pense que je me suis rendu à moitié, mais ça parle justement de l'arrivée de la politique, puis l'influence... Canadiens, Français puis Anglais qui devaient s'entendre sur mettre en place l'Assemblée. Puis t'as le gars qui dessinait les Red Ketchup aussi. Ah ouais. C'est-tu Réal Godbout? Je me souviens pas. Oui, c'est... Ouais, Réal Godbout est un des auteurs là-dedans. Hey, Réal Godbout, ça, j'aimerais ça, il jase à lui. Les bandes dessinées de Red Ketchup, quand j'étais petit, là, aïe, aïe, aïe. J'étais pas supposé de les lire, là, mais Réal Godbout, son dessin, là, il y a vraiment une influence Hergé, là, puis je lisais ça dans Crow, là. Ouais. Puis, tantôt, on parlait de, justement, Charlie Hebdo, puis Crow, c'était cru quand même aussi. Ouais, ça pouvait l'être par moment. Là. Ouais. Il y a déjà eu aussi, en France, Harakiri, qui était aussi très satirique. Puis, à part Crow, il y a eu une autre, à un moment donné, dont le nom m'échappe. Ouais, c'est ça, ça fait rire et tout ça, tu sais. Fait qu'il y a toujours eu un peu de la bande dessinée... condescendante. Ben, pour faire rire, mais en même temps passer des messages, là. Il y a une façon de passer le message, puis c'est ce que j'aime du conte, c'est vraiment qu'il y a un respect pour la culture, puis la richesse historique, contrairement à quelque chose qui est vraiment... excusez l'anglicisme, in your face, direct dans ta face, où c'est qu'on t'impose cette réalité sociale-là, puis on t'impose d'y penser. Comme je disais tantôt, il y a quand même différentes formes aussi. C'est sûr que le conte traditionnel, c'est plus pour garder la mémoire. Ouais. Mais c'est sûr que dans le conte moderne, il y a des gens qui font des choses. Il y a beaucoup plus de contes de création aussi. T'avais tout le côté, les contes urbains. Et dans les contes urbains, ça peut avec...
Monsieur Bienvenu qui avait commencé ça, puis à Québec, il y avait Bernard Grondin qui faisait ça aussi. Et ça, c'était vraiment de l'urbanité, puis c'était du fantastique. Puis ça pouvait être, suspense, borderline horreur des fois, etc., etc. Ah. Donc, mais c'est sûr que le conte qu'on appelle plus traditionnel, c'est plus du conte avec du fantastique et tout ça. Quand c'est grivois, c'est comme à double sens ou des choses comme ça, parce que ça se peut aussi. Il y a certaines chansons aussi, comme J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, quand tu dis « je la dis vire dehors puis j'y touche encore », là, tu peux voir ça dans bien des affaires. Là, c'est comme... Même que des fois, c'est drôle parce que je parlais avec un gars qui fait de la musique trad, puis à un moment donné, on lui faisait remarquer que quelqu'un qui aurait écrit cette chanson-là en 2020, ça passerait pas. Parce qu'il y a carrément presque du harcèlement puis du viol là-dedans. Ouais. Puis il a fait comme « Hein? » J'avais jamais vu ça de cet angle-là. Puis il s'est même dit, je vais-tu encore la chanter, cette chanson-là, la prochaine fois? Il est allé jusqu'à se poser cette question-là. C'est sûr qu'il faut garder les choses aussi dans leur contexte historique à un moment donné. Là, mais ben justement, là, on parlait de Disney tantôt, mais Disney+, le nouveau forfait que tu peux écouter tous les films de Disney, là, ils font compétition avec Netflix, puis eux ont mis une mention au début pour dire... On s'excuse, le film de Blanche-Neige, c'était 1939, je pense. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'aujourd'hui, ça passerait pas, mais on est conscient de ça, on s'en excuse, veut aller voir ces films-là avec ça en tête. Là, il y a certaines choses aussi. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller dans tout détailler les choses négatives qui ont été faites par le passé, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, t'en as eu des choses qui ont été diffusées, des cartoons de Walt Disney non plus. Aujourd'hui, c'est comme impensable, incroyable. C'était... Ouais, je pense que c'est ça l'importance de l'éducation, puis de vouloir offrir un contenu réfléchi où la personne qui est responsable de la diffusion de ce contenu-là ait eu une intégrité à travers le processus de création pour offrir quelque chose qui ne va pas être diffamatoire ou raciste. On a une responsabilité, c'est un travail extra, mais c'est important de le faire comme ça, je crois. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut quand même raconter ce qui s'est passé dans le passé, même si ce passé-là n'est pas glorieux, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de mémoire qui fait qu'à un moment donné, les nouvelles générations qui n'ont rien vécu de ça refassent pas les mêmes erreurs qui ont été faites. Ouais. C'est comme toute la controverse, par exemple, aux États-Unis, où ils ont enlevé les statuts des généraux qui étaient esclavagistes, etc., etc. Ben, au lieu de les enlever et de les détruire, tu les mets dans un musée et tu expliques le contexte. Probablement. Il y a des nuances à faire, certainement. Le gars social en moi dit « Ouais, détruis la statue. Ouais. » Et l'anthropologue historien en moi dit « faut pas que tu fasses disparaître ça. Faut qu'on soit conscient que c'est arrivé. Faut que, tu sais... » Ils sont même les Américains. Hein. Eux, ils ont de la difficulté à se regarder. Tu fais un parallèle entre les Allemands en Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Justement, dernièrement, c'était l'anniversaire du génocide juif des nazis. Puis, je ne sais pas si c'était le président ou l'ambassadeur allemand, mais il a dit, nous, on a la capacité de se regarder, puis on est conscient de notre responsabilité de ce qui s'est passé, puis voici où on est aujourd'hui, puis ça, c'est notre point de vue. On veut remédier à ce qu'on a fait, à conscientiser par rapport au racisme et tout ça, mais versus les Américains qui, eux, sont encore dans une situation où ils savent pas nécessairement quoi faire avec le racisme, puis les Ku Klux Klan, puis tout ça qui sont encore existants, puis la montée de la droite. Mais il faut aussi faire attention parce qu'il y a des mouvements comme ça aussi au Canada. Il y en a au Québec aussi, ils sont peut-être pas aussi visibles. C'est sûr qu'aux États-Unis, quand tu as un président comme Trump qui dit « Allez-y, exprimez-vous, puis il se passera rien », t'enlèves un peu la soupape sur ceux qui s'étaient un peu... qui ont toujours existé, mais qui voulaient pas le dire publiquement. Là. Mais c'est sûr que les États-Unis, c'est un peu particulier. Puis moi, je rattache toujours ça au début des États-Unis, où c'est des gens qui sont persécutés pour leur religion, qui savent qu'ils s'en vont créer la terre promise. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toujours ça dans les États-Unis, il y a toujours cet aspect que les États-Unis, c'est la terre promise sur la terre, tu sais. Fait que quand tu es convaincu de ça, tu sais, quand je parlais des faits tantôt, là,
si t'es convaincu que t'es la terre promise... déjà, tu passes sur le mauvais pied. C'est comme... Les faits, tu t'en fous, là. Si t'expliques aux Américains, ouais, mais pourquoi ça fonctionne bien chez vous, c'est parce que vous avez une grosse population. Et que maintenant, les grosses populations sont en Chine et en Inde. Donc, au niveau économique, simplement avec ta base de population, c'est sûr, c'est un peu réducteur de dire que... mais c'est ça pareil, là. Ils sont combien aux États-Unis, je sais pas, mais le petit Canada, avec ses quelques millions, fait pas le poids avec les super millions des États-Unis, ne serait-ce que un produit qui fonctionne mal au Canada, tu fais faillite. Un produit qui fonctionne mal aux États-Unis, bon, tu vas t'en sortir, là, tu sais. Parce que simplement, tu as une base économique. Ils vont être 402 millions en 2005. Ah, c'est ça, tu vois. Ouais. Non, ben c'est sûr. Puis eux, à la base, dans ce pays-là aussi a été bâti, ici aussi au Canada, je veux dire, ça a été un peu moins, là, mais bâti quand même sur un génocide, puis une répression culturelle de toutes les populations qui étaient déjà ici, puis les gens qui sont arrivés ici aux États-Unis, les Italiens, Irlandais, toutes les cultures qui sont arrivées ici, eux autres, dans le fond, ils se sauvaient d'une situation, ils venaient ici, ils étaient insécures. Il y a cette insécurité-là qui est restée dans la culture depuis les premiers arrivants. Puis, je pense que je l'avais vu dans le documentaire sur Netflix de Ken Burns, où c'est que lui... des excellents documentaires, t'en as sûrement déjà vu. Là. Non, malheureusement. Ken Burns, incroyable pour un historien. Là, c'est tellement bien réalisé. Là. Ken Burns, c'est la référence pour les documentaires historiques. Là. Lui, il a fait Civil War, il a fait The West, qui raconte justement l'arrivée des colonialistes aux États-Unis, au Canada aussi, mais principalement aux États-Unis. Puis il parle justement si je me souviens bien, de l'insécurité là, que ces gens-là ressentaient parce qu'ils se sauvaient de quelque chose pour s'en venir s'installer ici. Puis c'est vraiment de l'Est vers l'Ouest l'injustice ou le génocide qui a été fait dans ces terres-là d'Amérique. Puis la destruction, le massacre des bisons, juste pour en nommer une... En tout cas, c'est... Mais Ken Burns, incroyable. Ken Burns, il a fait Civil War, il a fait The West, il a fait 10 épisodes, je pense, le documentaire sur le Vietnam. C'est incroyable, les images, là. Vietnam, ça a été un peu rough, je l'ai écouté, puis j'ai écouté ça pendant 2-3 semaines parce que c'était rough, les images, là. C'est plus proche de nous aujourd'hui. Tout à fait. Civil War aussi, les images étaient quand même choquantes, là, de voir tous ces militaires-là éparpillés après une bataille. Là. C'est difficile à voir, ça. Ouais. Mais toi, spécialement, ton intérêt historique, c'est plus pour l'époque du 18e siècle ou... c'est par la force des choses, parce que t'es à Québec, c'est sûr qu'on tourne toujours autour de Champlain, Frontenac, la bataille des Plaines et tout ça à la base. Mais c'est sûr qu'il y a des pans de l'histoire qui sont pas... autant, dont on parle pas autant, c'est-à-dire comme François-Xavier Garneau, cette période-là, la période de la construction du Parlement, Château Frontenac et tout ça, c'est une autre période, c'est une dont on parle beaucoup moins, parce que, encore une fois, il y a la question du temps. Il faut quand même que tu partes de Champlain pour pouvoir expliquer comment ça se fait qu'il y a des francophones qui s'installent ici. Tu parles quand même un peu de Frontenac, puis de Montcalm, puis etc. Puis une fois que tu as fini de parler de ces gens-là, ta visite tire vers la fin. Une fois que tu as parlé de Place Royale et tout ça, tu as... L'impressionnant, c'est ça, tu sais. C'est la bataille, c'est le... Oui, donc ça veut dire qu'il y a des grands pans de notre histoire dont on parle peu. On parle très peu, à part quand on parle des conférences de Québec, mais c'est juste un événement, mais on parle pas de tout le conflit, on parle pas, tu sais, de... on a très peu de temps de parler pourquoi Roosevelt se méfiait du général de Gaulle, etc. Il y a toutes sortes de choses. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais on a tellement peu de temps. Le touriste moyen reste 3 jours à Québec. 3-4 jours, tu sais. Fait qu'en 3-4 jours, puis il veut pas nécessairement juste écouter des conférences, il veut aller se promener, il veut aller manger dans les restaurants, il veut voir un peu c'est quoi la culture, il veut peut-être faire un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tu sais, en 4 jours, là, tu peux en voir des choses, mais il y a moyen... Tu sais, quand tu dis que tu travailles comme guide touristique puis tu apprends encore des choses, c'est comme... Tu sais, comprendre Québec, c'est quasiment...
prend quasiment toute une vie pour tout saisir les subtilités, pardon. Puis donc, toi, est-ce que c'est pas nécessairement une frustration, mais ce côté historique vraiment approfondi, tu le trans... moi, je dis toujours aux gens, écoutez, ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. C'est une expression que j'utilise beaucoup, peut-être beaucoup trop. Mais donc, ce qu'on vous dit, on vous donne la base, mais après, si ça vous intéresse... Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on a des gens de Québec qui viennent avec nous autres, puis qu'on leur dit qu'avant, là où il y a la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et tout ça, c'était la première terre du premier colon. C'était Louis Hébert et tout ça, puis qu'il y avait tout un système hydrographique, il y avait des petits ruisseaux et tout ça. J'ai un monsieur qui a fait « Ah, ouais », puis il est allé faire des recherches, puis plus tard, il m'a envoyé justement la carte hydrographique du temps de Louis Hébert et tout ça. Là, fait que là tu fais « Ah, c'est le fun ». Fait qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt et tout ça, puis qui poussent plus loin, puis qui font « Ah, ça, je le savais pas, merci », puis qu'après, tu sais, ils disent « Ben, tu sais... » Parce que tu le sais que des fois, ils font « Ah, je suis pas sûr que je te crois, là. » Fait qu'ils ont besoin d'aller voir. Puis ils font des découvertes aux autres. Puis ce que j'aime, c'est quand ils les repartagent avec toi, tu sais. Fait que ça, c'est le fun, parce que ça vient aussi valider tes sources à toi, tu sais. Il y a comme... j'avais un professeur à l'université qui disait toujours que ça te prenait 3 points de vue, 3 sources pour te dire que l'information que tu avais était la bonne. Tu sais. Puis lui, il parlait de sciences sociales et tout ça, là, de phénomènes de sciences sociales. Puis ça m'est toujours resté dans l'esprit à un moment donné que le plus tu as de sources crédibles qui disent la même chose, plus ça veut dire que tu es le plus près de ce qui était, sans qu'on sache vraiment, puisqu'on n'y était pas, comment c'était exactement. Ouais, c'est tout le temps réviser ses notes, tout le temps corrélation avec d'autres ressources, puis pour en arriver à une conclusion, c'est... Je vais donner un exemple super simple. Il y a une des visites où on l'a fait avec Louis Hébert ou Marie Rollet. Puis il y a une dame qui nous a écrit qui était vraiment offusquée. Elle a dit votre costume n'est pas vraiment représentatif. Simplement le chapeau, le tricorne n'existait pas à cette époque-là, patati patata. Fait que je me suis senti interpellé, puis j'ai fait des recherches, puis elle avait parfaitement raison. Au début de la colonie, il n'y en a pas de tricorne, parce que le tricorne, il n'a pas encore été inventé. C'est des chapeaux ronds, tout simplement. Mais nous, on porte des tricornes. Pourquoi? Parce que ils vendent beaucoup à Québec et que le tricorne, ça tient mieux sur ta tête quand ils vendent qu'un chapeau rond. Je le sais parce qu'on l'a expérimenté. On a fait des expériences après avec des chapeaux ronds et tout ça. Là. Puis on s'est vite aperçu que le tricorne était plus... fonctionnait mieux. Puis en continuant à faire des recherches, on s'est aperçu en fait que c'était la cavalerie qui avait comme inventé le tricorne. Parce que quand tu fais une charge de cavalerie, avec un chapeau rond, ils volent tout de suite. Fait qu'ils ont fait comme des expériences. Finalement, ils sont arrivés avec le tricorne qui a été adopté par tout le monde. Ce qui est très drôle parce que, tu sais, dans Pirates des Caraïbes, ils ont tous des tricornes. Fait que quand un enfant me voit en costume, tu sais, ah, maman, un pirate. Fait que moi, je m'arrête toujours, je me tourne puis je dis non. Surtout si je suis en Frédéric Haldimand, donc tu sais, l'habit rouge des Anglais et tout ça, je me tourne et je dis non, je suis le gouverneur. Les pirates, je les prends et je les mets en prison. Et quand ils sont plus vieux, je leur dis, et même après ça, je les pends. Mais quand ils sont plus jeunes, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est très drôle de voir la réaction du jeune qui fait comme il a entendu ce que j'ai dit, premièrement. Et de voir aussi les parents qui rient un peu sous cap, de dire ah, tu sais, mon jeune, tu sais. Mais il y en a qui disent non, t'es un pirate. Il y en a, tu sais, c'est comme non, tu me feras jamais à croire que t'étais pas un pirate, t'es un tricorne, t'es un pirate. T'sais. C'est quoi les chapeaux ronds que tu disais? Je veux dire, c'est un chapeau... ça, c'est le tricorne? Oui, ça, c'est le tricorne. C'est vraiment un chapeau rond très simple, à large bord. Un peu comme un chapeau de jardinier. Peut-être si tu fais... si tu cherches Louis Hébert, et on va probablement trouver une photo de Louis Hébert, pas la classique, parce qu'il n'y a pas de chapeau, mais regarde le dessin qu'il y a là sur le côté. Attends. Celui-là ici? Oui, celui-là ici. À quelque part, tu veux l'authenticité, veux la vraie information, mais le chapeau, ça va. Ce qui est important, c'est que tu aies l'information pour pouvoir répondre à cette personne-là, puis lui dire, ben vous avez parfaitement raison, mais pour des questions pratiques, on triche, puis on s'en excuse de tricher, mais on met un tricorne pareil, tu sais.
ou des détails de costumes à un moment donné, c'est sûr qu'il y a certains costumes qui sont faits pour pouvoir aller à la machine, parce que sinon, tu t'embarques dans des frais de nettoyage à sec, etc., etc. Tu peux pas, tu peux, mais faut pas oublier que si tu as une entreprise, il faut aussi que ton entreprise ait un certain seuil de rentabilité. Ouais. Fait que tu peux pas nécessairement. Puis il faut que ça soit pratique aussi. En haute saison, on a peut-être jusqu'à 30 guides. Fait qu'on fait du lavage quasiment tous les jours. Fait qu'il faut qu'on puisse le faire facilement. Faut que ça puisse aller à la machine aussi, plusieurs des costumes. Ce qui sont des bons défis pour notre couturière qui, à ce moment-là, doit être le plus authentique possible, mais avec des matériaux qui peuvent aller à la machine, par exemple. Je suis certain s'il trouve quelqu'un dans le public trouve un zipper sur un costume, il va pas trop chialer. Là. On essaye de pas en avoir quand même. Ça, on va pas nécessairement jusque-là. On va jusqu'au bouton en expliquant que ça veut dire qu'on est plus riche que les autres, parce que ceux qui avaient des boutons, c'est ceux qui pouvaient montrer qu'ils étaient capables de se payer des boutons, que ça faisait plus chic d'avoir des boutons. Fait que c'est sûr, fait qu'on essaye d'être le plus réaliste possible, le plus proche possible. À quel niveau t'intègres l'histoire dans tes comptes? Ça dépend vraiment, c'est qu'est-ce qui est demandé et tout ça. Là, j'ai quand même un répertoire assez vaste qui me permet de répondre à différentes demandes. Donc, je peux aller dans le compte traditionnel, dont une partie est aussi écrite. La chasse-galerie, à la base, c'est une nouvelle d'Honoré Beaugrand. C'est pas, mais qui est ancrée dans la tradition. La chasse-galerie, c'est à la base tout objet qui n'est pas supposé voler, mais que tu fais voler grâce à l'aide du diable, grâce au contrat que tu fais avec. Alors, c'est le génie d'Honoré Beaugrand, c'est de mettre ça dans un canot, puis de mettre ça à la québécoise, puis d'expliquer pourquoi. Qui permet aussi, à ce moment-là, de se souvenir que oui, il y avait du monde qui passait l'hiver, dans le nord de Maniwaki pour couper du bois et tout ça, mais que leur blonde était à contre-cœur, puis qu'ils s'emmerdaient solide, puis qu'il y avait hâte au printemps. Puis ça permet aussi de faire ressortir aussi les traditions qu'il y avait à ce moment-là, toutes les croyances aussi sur le diable et tout ça. Il y a d'ailleurs... je lisais un article à un moment donné, puis je m'excuse, je me souviens plus c'était qui l'auteur, où il disait, dans le fond, au Québec, le diable, il moumoune pas mal. C'est pas, il gagne pas souvent, là. À part dans Rose la Tulipe, souvent, il se fait avoir, donc, il y a toujours comme un contrôle sur le mal et tout ça. Il y a toujours... mais ce qui fait aussi qu'on perçoit beaucoup les Canadiens français comme des gens débrouillards qui sont capables de sortir aussi. Ils se mettent dans le trouble, mais il y a toujours une manière de s'en sortir à un moment donné. Fait que... Puis dernièrement, est-ce que j'ai remarqué que tu avais des choses sur YouTube? Est-ce que tu as fait ça depuis la dernière fois qu'on s'est jasé? Non, c'était probablement des choses qui étaient là avant, là, par rapport aux contrées de Charlevoix ou des choses comme ça. Parce que c'est pas moi, c'est pas du contenu que moi j'ai mis en ligne, c'est les gens avec qui j'ai travaillé qui ont mis ça en ligne. Je sais pas si brièvement, je sais pas si tu veux, on pourrait peut-être en montrer. C'est ça, comme tu vois, ça c'était qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, les contrées de Charlevoix. Ok, ça c'est 2015. C'est ça. Podcast, Plaine d'Abraham. Ah ok, j'avais peut-être regardé rapidement, puis j'étais tombé sur ceux-là. Ça c'était le fun, c'était dans chez les Sœurs, là. Le monastère venait juste des petites franciscaines. Venait d'être désacralisé. Puis ils voulaient qu'on marque le coup à Baie-Saint-Paul. Fait qu'on avait fait un parcours à l'intérieur du bâtiment. Là. Super bâtiment. Patrimonial. Puis c'est devenu quoi, ça? Un genre de musée? Ou non, c'est, je pense, la municipalité. Je pourrais pas dire exactement. Je veux pas m'avancer là-dessus. Mais la municipalité l'a comme repris. Puis il y a des bureaux à l'intérieur, des trucs comme ça. Là. Mais vraiment un super lieu. Puis les sœurs sont venues nous écouter aussi. Fait que c'était le fun de voir qu'elles s'intéressaient aussi à ce qui se faisait dans leur ancien lieu. Parce qu'elles se sont regroupées, puis elles sont été à la maison de retraite comme juste à côté. Là. OK, fait qu'ils ont parlé trop. Ah, puis c'est un reportage, c'est vraiment... c'est ça. Ça, c'est la télévision communautaire qui a aussi fait des extraits où ils nous posent des questions avant l'événement. Avant l'événement. Réseaux sociaux, marketing, toi, est-ce que tu... Pas vraiment, non. Je suis pas embarqué là-dedans. Okay. J'essaie de le faire pour le Cercle des compteurs. Le Cercle des compteurs, on a notre page Facebook et tout ça, puis on essaye d'alimenter.
Sauf qu'on est tous, un peu bénévoles, pas juste un peu, beaucoup bénévoles. N'empêche que depuis qu'on a la page Facebook, on a un peu plus de gens qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait, etc. Ah ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le Cercle des compteurs, on s'est redéfini il y a quelques années comme vraiment un incubateur de talent. Donc, on n'est pas un diffuseur. Le diffuseur de contes à Québec, principalement, c'est les Amis Imaginaires, avec Yolène, qui, elle aussi, fait partie du Cercle des compteurs. Fait que, on travaille ensemble. Voilà, ça, c'était justement à la chapelle du domaine Mézeray, au mois de juin. Alors, moi, je faisais la présentation, et ça, c'était les conteuses et conteurs qui étaient là, dont le monsieur un peu plus âgé, qui est d'origine allemande, qui habitait à Charlevoix pendant un bout de temps aussi et tout ça. Puis c'est très touchant ce qu'il raconte parce que, tu sais, pour lui, sa vie, tu sais, tout le monde se dit que notre vie est plate. Puis finalement, quand tu jases avec les gens, tu fais « Hey, attends une minute, parce que tu l'as vécu, tu la trouves peut-être plate, mais il y a des choses qui sont super intéressantes. » Fait que d'avoir le point de vue de cet homme-là sur d'où il venait, etc., etc., et il est assez âgé aussi pour avoir toute cette... tu sais, on parlait des Allemands tantôt, puis de dire que, tu sais, on s'excuse de ce qu'on a fait, on savait pas ce qu'on faisait, des trucs comme ça. Il l'a un petit peu aussi. Puis souvent, on dit à Éric, son nom, c'est Éric. Oui, c'est Éric, mais écrit à l'allemande, fait que il n'est pas écrit comme toi. Il y a un H en quelque part, si ma mémoire est bonne. OK. Et son nom de famille, c'est UHDE. Donc, Éric... alors, c'est très important, il faut le prononcer et dire que ça se prononce Oud. Ah ouais, UHD. Alors, tu sais, alors il faut prononcer Oud. Quand j'essaie de le prononcer à l'allemande, il me reprend à chaque fois, il dit non, je te l'ai dit. Dis Oud, puis ça va fonctionner, tu sais. Fait que c'est le monsieur Son nom, il est ici, là. Oui, c'est Éric, tu vois, Éric. Ah. Qui est donc, qui écrit en version allemande, là, avec le CH. Là. Et puis, donc, tantôt aussi, tu mentionnais les Amis Imaginaires. Oui. Eux, c'est principalement pour la diffusion, c'est eux qui sont en charge de ça. C'est vraiment, c'est eux autres qui ont le compte, il y a la maison de Louis Fréchette aussi, ça Rive-Sud. Oui, c'est le festival Joe Violon. Et l'autre qui a aussi, c'est Conte et Littoral, qui est à Beaumont-Saint-Michel. Ah, mais ça, est-ce que ça, c'est pas leur site, ça? C'est relié à l'organisation et tout ça, là. Okay. Ça, c'est les Contes du Littoral en Bellechasse. Puis c'est au Moulin, là, principalement, c'est au Moulin de Beaumont. Puis c'est dans le cadre de ce festival-là que Fabien avait eu la moitié de la salle qui est sortie quand il avait présenté Scottstown pour la première fois. Ah, pour vrai? Oui. Oh. Alors que les programmateurs trouvaient que c'était wow, que c'était rafraîchissant, c'était différent, tout ça. Mais les gens, des contes du littoral, étaient un peu style, nous, on aime mieux les contes traditionnels, puis là, t'es pas dans le traditionnel, puis du sacrage sur scène, ça se fait pas, puis il y avait comme pas eu une préparation du public en leur disant, écoutez, nous, on adore cette bibite-là, mais c'est une bibite. T'sais, voici ce qu'elle mange en hiver. Fait qu'attention, là, t'sais, c'est pas le cheval de trait que vous voyez d'habitude, c'est différent, là. Ouais, ça en a choqué plus. Puis, la Beauce, c'est pas loin de Bellechasse et tout ça, en même temps, là. Fait qu'il y en a peut-être qui ont aussi fait, ouais. T'sais, comme je l'avais déjà dit, il y en a qui considèrent que Fred Pellegrin, c'est pas du conte. Ben, oui, il crée à partir de choses, mais les racines sont très ancrées dans le conte. La manière dont il est, tout ça, il est beaucoup plus poétique, tu sais. Mais il a maintenu un respect, puis lui, dans le fond, il a utilisé les médias pour pouvoir capitaliser sur sa visibilité. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que quand tu es dans une salle avec 5000 personnes, c'est pas comme dans les voûtes de la Maison Chevalier avec 30 personnes. Fait que c'est une petite communauté à Québec. Oui. Puis, fait que les compteurs, on travaille ensemble. T'sais. C'est toujours mieux de travailler ensemble, de créer des synergies, de faire attention à ce que l'autre fait, etc. Parce que surtout dans le brouhaha médiatique de Québec, c'est très difficile d'en sortir. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est ça que tu mentionnais la dernière fois. Le Soleil, exactement. Il va seulement diffuser les gros shows, excusez l'anglicisme. C'est ça. Puis après ça, il va aller à ceux qui font plus des trucs vraiment Exactement. proches. Puis c'est normal, ils n'ont pas le... Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas le personnel, puis ils n'ont pas, surtout que on sait qu'ils sont en crise en plus et tout ça à cause du multimédia. Fait que c'est ça, fait qu'on peut pas blâmer les gens, puis en même temps, ça veut juste simplement dire aussi que Québec foisonne de culture. C'est une ville où il se passe tellement de choses. Puis il y a beaucoup, beaucoup de créateurs aussi. Fait que quand tu as des créateurs, tu as des expériences.
qui plaisent ou qui plaisent pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui ressort du lot puis qui devient une institution, entre guillemets, et qui permet à cette personne-là d'avoir plus de gens qui vont aller l'écouter. Puis est-ce que c'est compliqué à diffuser admettons, tu filmes un événement de conte, puis après ça, de le diffuser, est-ce que ça paraît aussi bien que d'être sur place? Non. Premièrement, non. Là, c'est très difficile parce que t'as pas... c'est toujours le défi aussi quand tu fais une pièce de théâtre puis tu veux la montrer à la télévision. Il y a toujours, il y a des exemples où tu fais comme ça a l'air plate, ça, alors que sur place, c'était super bon. Puis il y a d'autres fois où c'est parce que tu changes tu changes de médium. Ouais. Ta mise en scène théâtrale, elle passe peut-être pas à la caméra. Donc, il faut que si tu filmes, tu aies comme un pré-scénario, que tu aies déjà vu un peu la pièce. Faut que tu aies vu la pièce avant pour pouvoir dire je vais placer où mes caméras pour que ça soit dynamique une fois rendu à la télévision. Ouais. OK? Tu peux pas juste mettre ta caméra et dire allez-y jouer. C'est ça qui a été fait, puis c'est dans ce temps-là où tu fais. Elle bougeait pas la caméra, elle bougeait pas, statique, exactement. Il y avait une pièce avec Gilda Roy dans les années 80 que j'avais écoutée, puis l'autre interprète, je m'excuse, je trouve pas son nom, mais ça avait bien été traduit à la télévision. Je me souviens avoir écouté ça, puis j'avais été très impressionné par l'interprétation. Mais tu as certaines pièces de théâtre aussi qui ont été jouées pour la télévision aussi, où c'était pas une représentation, où il y avait vraiment fait, me semble, l'ouvre-boîte avec Yvon Deschamps, puis... Et parce qu'on était mémoire. Mais l'ouvre-boîte avait été télévisé aussi. Ou tu as un autre exemple aussi, Les Voisins ont été une version télévisée aussi. Parce qu'on était des années-lumière début des années 60 ou le début de la TV où c'est que la caméra restait statique. Ouais, exactement. C'était théâtral dans le sens que... c'est ça, Jean-Louis Roux avec... c'est ça. Yvon Deschamps puis Jean-Louis Roux, il avait fait une version télé de l'ouvre-boîte. Puis ça l'avait bien fonctionné? Oui, ça avait bien fonctionné. Mais c'est un huis clos, ils sont pognés dans leur pièce, puis c'est comme un peu la fin du monde, puis ils ont un paquet de canage, mais ils n'ont pas d'ouvre-boîte. De mémoire, comme ça fait longtemps que je l'ai vu. Je vais écouter ça. Ça, je connaissais pas ça de Yvon Deschamps. C'est un bon... c'est une bonne critique sociale aussi. Puis je pense que cette fois-là, il était comme commandité par Campbell, tout ça. Ils sont tellement, dans la pièce même, c'est intégré que, écoutez, il faut qu'on parle de Campbell régulièrement parce que c'est notre commanditaire. Il y a comme une espèce de on est critique d'eux autres, mais ils nous financent, fait qu'on en parle. Fait qu'il y a toutes sortes de nuances là-dedans. C'est drôle, ça. Puis, si ma mémoire est bonne aussi, il y avait aussi un peu comme... Il y avait juste Yvon Deschamps et Jean-Louis Roux qui pouvaient jouer cette pièce-là pendant un bout de temps. Un peu comme les gars de Brou pendant un bout de temps. Il y avait juste eux autres qui pouvaient le jouer. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait jouer la pièce. Il y avait les droits territoriaux, etc. Parce que là, c'est changé maintenant. Oui, là, c'est changé parce que les trois ont décidé. Fait que... Martin Drainville. Oui, c'est ça. C'est Martin Drainville avec Benoît Brière et Luc Guérin. J'aimerais ça aller le voir. Je pense que pour voir le spectacle à Québec, c'est 2021, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. C'est loin. Il faudrait que j'aille le voir aussi pour voir quels ajustements ils ont fait par rapport à ça. Parce que quand Brou est sorti, les tavernes existaient encore. Là. Mais la vraie taverne, là, où la femme, elle rentrait pas. Là. Ou si elle rentrait, ben, c'est parce que c'était la serveuse. Mais tu sais, c'était pas... moi, j'ai vécu ça, la période où la loi a changé. Puis où là, les femmes pouvaient rentrer dans les tavernes. Mais il fallait être du gars de sans tabarouette pour rentrer dans les tavernes parce que les gars dans la taverne, ils étaient pas d'accord avec la loi, tu sais. Fait que t'allais en général en couple ou en ami et tout ça, tu te faisais regarder de travers. Parce que la taverne, il y avait un côté très local et tout ça. C'est ça qui est le fun dans le Brou, c'est que ça fait ressortir le côté très... tu sais, les habitués, ceux qui sont là chaque jour, etc. Là, Mais cette loi-là, ça, c'est quoi? C'est dans les années 50 avec le... Non, c'est dans les années... on va aller checker. 70, possiblement. Accès des femmes aux tavernes au Québec. Ouais, c'est ça. On va aller voir sur Wikipédia. Il va me le donner en anglais, c'est sûr. Ah, ben non. Ça, c'est la fin des... Contexte historique. 1971. Le projet de loi 44 crée les brasseries qui sont ouvertes à tous. Il modifie les conséquences de la loi de la Régie des alcools de 1971. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est en 1971 ou... Bon, on n'a pas la date. Donc, c'était en 1979. 1979 que... Ah, ben quand même. Non, c'est... Il y a même une époque où, à un moment donné, t'avais même l'entrée pour les hommes puis l'entrée pour les femmes. Les femmes ne rentraient pas dans la même entrée que les hommes.
Non, c'était quelque étonnant. chose. Sérieux. C'était très mal, les tavernes. Là. Mais ça fait aussi des histoires incroyables. Tu sais, à un moment donné, à Gatineau, parce que moi, je viens de l'Outaouais, puis justement, après une partie de soccer avec des chums, on était allé prendre une bière. Puis il y avait 2 gars qui s'ostinaient sur lequel de leur pick-up était le plus fort que l'autre. Non. Fait que là, ils sont sortis dehors, ils ont trouvé des chaînes, ils ont accroché leur pick-up un à eux. Pas vrai. Puis ils ont fait un concours de tir de pick-up dans le stationnement. Il y avait de la boucane de pneus partout. C'était comme... Puis finalement, la chaîne a pété. Fait qu'on n'a jamais su lequel des 2 pick-up était plus fort que l'autre. En tout cas, une affaire, tu sais, de gars qui viennent de prendre un verre puis qui s'ostinent, là, c'était... Ouais, parce que dans ce temps-là, tu pouvais te promener avec ta O'Keeffe dans le char. Là. Ouais, quasiment, ouais. C'était... Théoriquement, tu pouvais pas, mais... Non, c'était... Les gens le faisaient, là. Quand il y a trop de testostérone, moi, je m'en vais. Il faut qu'il y ait un petit... Ouais, c'était drôle de voir les 2 gars s'ostiner, là. Puis là, ouais. au moment où on va savoir, la chaîne, la pète. Fait qu'on n'a jamais su lequel des 2. Ils ont probablement scrappé complètement leur pneu arrière juste pour prouver leur l'ego mâle. Ouais. Ouais, c'est intéressant. On a divagué, on est en train de faire de jaser de... Est-ce que les contes et le théâtre peut être traduit dans les nouveaux médiums? Parce qu'il y avait Fred Pellerin que lui se sert des caméras, se sert du multimédia pour présenter la culture puis le contenu, mais... il y a des bons exemples. Puis, mais tu sais, même si on retourne à Félix Leclerc, dans une des émissions de télévision, il disait à un moment donné, tu sais, une histoire, ça peut sortir de différentes manières. Tu sais, si tu l'as fait avec un refrain, puis avec certaines façons, ben c'est une chanson. Si tu l'as fait plus poétique, c'est un poème. Si tu l'as fait avec des dialogues, c'est une pièce de théâtre. Puis si tu en fais un scénario, ben ça devient un film. Mais dans le fond, à la base, tu racontes la même histoire. Mais tu sais, donc dans le fond, il faut que tu t'adaptes à chaque médium que tu utilises. Ce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup dans le conte, surtout quand c'est dans des petites salles, c'est que tu es directement avec le public. T'sais. Le public peut interagir, il peut t'envoyer promener s'il veut. Puis toi, tu peux pas ignorer ça. Faut que tu répondes à ça. T'sais. D'ailleurs, dans le salon où on a fait ça la dernière fois, il y a des gens qui se sont permis d'intervenir, de faire des liens. Puis il y a des conteurs qui ont pris des éléments qui n'étaient pas prévus d'autres contes pour faire des liens avec leurs contes et tout ça. Fait que c'était vraiment le fun parce qu'il y a une sorte... oui, il y a une écoute, les gens écoutent, mais il y a aussi une interactivité où les gens se sentent bien qu'ils ont la permission d'intervenir à un moment donné puis de faire ressortir peut-être... t'es sûr que, par leur petit commentaire, ça veut dire t'es pas en train de te tromper, là, ou quelque chose, là, Est-ce que ça t'a surpris quand c'est arrivé la première fois? Non, pas du tout. Non. J'ai trouvé ça le fun parce que ça arrive dans les petits shows où t'as 30 à 50 personnes, il y a toujours des interactions à un moment donné parce que justement, le conteur rentre en interaction avec son public à la base, tu sais. Quand Bernard Grondin comptait quand il était encore vivant, lui avant un show, il se promenait dans la salle, il parlait avec plein de monde et tout ça, là, il faisait comme du PR puis pour sentir la salle, pour voir un peu. Fait que quand il commençait son show, il avait déjà t'es réchauffé. Tu sais, il avait déjà parlé avec son public, les gens l'avaient vu, puis tu sais fait que je te dis pas que tout le monde fait ça, mais tu sais t'as quelque chose où tu dis bonjour, comment ça va avant de compter. Puis là, tu donnes un peu comme Michel Rivard fait des fois quand il donne des shows acoustiques ou des choses comme ça. Où il jase avec le public, il raconte des petites histoires, il fait ses chansons. Puis c'est ça que la petite salle te permet. Ou Jean-Marc Parent à grande échelle. Oui, c'est ça. Mais, il demande comment ça va, gang, exactement. C'est une des choses que je dis quand les comédiens viennent pour voir c'est quoi être conteur et tout ça. Une des premières choses que je leur dis, oublie le 4e mur. T'es directement en contact avec le monde. Fait qu'on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais promouvoir? Je sais qu'on a regardé des liens tantôt, mais toi... Non, pas vraiment. Si les gens vont voir sur les liens, tout ça, soyez informés. Inscrivez-vous à la page des Amis Imaginaires.
des différents festivals et tout ça. Ils ont des lettres aussi, comme par exemple la maison Louis Fréchette fait plus que du conte. Ils ont plein d'affaires, puisque Louis Fréchette écrivait des nouvelles et tout ça. Fait que, ça coûte rien de s'inscrire à leur bulletin ou à leur page et tout ça. Et là, vous êtes toujours tenus informés. Maison de la littérature, c'est la même chose. Ils font plein d'affaires. Il s'agit simplement d'être informé, là. Nous, le Cercle des compteurs, la meilleure place, c'est vraiment la page Facebook. Parce qu'on peut nous envoyer des messages aussi, nous poser des questions si ça intéresse les gens et tout ça. Tout à fait. Ouais. Oui. Donc, encore une fois, je te remercie beaucoup, Bernard, ça me fait bien plaisir d'être passé au podcast. Puis, ça me fait bien plaisir. On se reprend certainement à un autre moment donné. Dans un autre 10 épisodes. Là. C'est bien parfait. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Merci, Eric.